Bien, bonsoir à tous. Ce soir, nos travaux sont inscrits dans le cadre de notre délégation développement durable. Et nous allons spécifiquement parler d'électricité avec Didier Bény, directeur de RTE Grand Ouest. Ouais, c'est ça, je ne me trompe pas. Dans le cadre de notre réflexion sur le territoire à 2030, la question de l'énergie est un incontournable, et particulièrement celle de l'électricité. Il s'agit en effet, je parle de l'électricité, dans notre société d'une forme d'énergie en quelque sorte vitale. Sans elle, pas de développement, ni des individus qui n'ont pas accès à la formation, à l'information sans électricité, ni des territoires, puisqu'évidemment on ne peut pas accueillir d'activité, ni plus largement des sociétés. C'est aussi une forme d'énergie universelle, puisqu'elle peut être produite à partir de toutes les formes d'énergie, soit de stock, autrement dit énergie primaire, stockée sur la planète, soit de flux, autrement dit énergie renouvelable, qui nous arrive tous les jours. C'est encore une forme d'énergie qui permet de multiples usages de l'énergie. Bien sûr la force motrice, mais aussi l'éclairage, le chauffage, les loisirs, la télévision, l'Internet. Donc c'est une forme d'énergie qui a quand même d'énormes qualités. Ces multiples usages expliquent d'ailleurs pour une bonne part on est toujours dans des phases de croissance des consommations d'électricité. Et quelquefois, ce n'est pas ce qu'on dit trop souvent dû au chauffage électrique. Parce que dans une maison qui est construite aux meilleures normes aujourd'hui, qui sera encore mieux isolée dans quelques temps, c'est pas le chauffage, s'il est à l'électricité, qui va produire les plus fortes consommations. Ce sont les autres usages qui, en l'occurrence, pèseront pour plus de 50% de la consommation du logement. Notre interlocuteur de ce soir est le mieux à même de nous éclairer, je mets ça entre guillemets évidemment, sur les transformations de ce secteur. RTE est en effet en charge de raccorder d'un côté tous les producteurs, quels qu'ils soient, quel que soit le mode de production, quel que soit leur statut, et de distribuer ces productions vers les consommateurs. Alors même s'ils passent d'abord par les réseaux basse tension ou moyenne tension, mais c'est quand même RTE qui fait le lien entre la production et la consommation. Côté producteur, il est à même de nous dire si et en quoi il y a une transition vers des modes de production. Autrement dit, est-ce qu'on constate qu'on passe progressivement de modes de production centralisés, on va dire, vers des modes de production décentralisés, autrement dit, des énergies de stock vers les énergies de flux, comme je le disais tout à l'heure. Du côté des consommateurs, il va être aussi capable sans doute de nous donner des analyses sur ce qu'on appelle la maîtrise des consommations. Est-ce que vraiment on peut constater une certaine maîtrise des consommations? Ça ne semble pas être le cas, puisque si je me réfère aux chiffres de 2010, il y a eu quand même plus 8%, enfin un petit peu moins, de consommation sur la région Grand Ouest par rapport à l'année 2009, Pays de la Loire, pardon. Par rapport à 2009. Alors évidemment, il y avait un peu les conditions climatiques, puisqu'on a eu des hivers un peu plus rigoureux. Mais enfin, globalement, je crois que si on corrige les données, ça fait quand même quelque chose autour de 3% de croissance de consommation. Et donc, si cette consommation continue à croître, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de se poser la question de est-ce que les modes de production décentralisés ou renouvelables suffisent à absorber cette croissance de consommation, hein? Je ne sais pas si là on aura la réponse ce soir, mais ça peut être intéressant. Et puis je pense que dans son intervention, ce qui va nous intéresser aussi, c'est quelle est la sécurité d'alimentation de nos territoires. Alors du Grand Ouest, plus globalement, parce que chaque hiver on s'interroge sur est-ce qu'on va passer l'hiver ou pas, sans coupure. On passera l'hiver pour la plupart, j'espère, mais... qu'en est-il des Pays de la Loire, plus spécifiquement, de la Loire-Atlantique, si on fait un focus, et de ce qui nous intéresse plus spécifiquement quand on travaille sur le projet de territoire, c'est-à-dire de Nantes Métropole, quels sont les investissements prévus pour assurer une alimentation correcte et sécure de ces territoires. Voilà,
Je pense qu'aussi, pour être intéressant, qu'ils nous disent un petit mot d'EcoWatt, qui est une expérience intéressante développée en Bretagne, savoir si on aurait intérêt à la répliquer ici, sur ce territoire. Mais je ne vais pas aller plus loin, je pense qu'il y aura beaucoup de questions, donc je ne vais pas toutes les poser avant. Et je vais lui passer la parole, sauf si Richard Marty, en tant qu'animateur de la délégation, veut ajouter un petit mot. Juste pour dire que je serai le gardien du temps et que je passerai la parole à tous ceux qui auront la gentillesse et la pertinence de bien vouloir poser les questions ce soir. Voilà quelle sera ma principale mission. Philippe, je crois que tu as bien planté le décor. Donc, nous sommes partis pour une petite demi-heure de présentation. Un peu plus si vous le souhaitez. Ça dérive en général vers 3/4 d'heure. Mais si on dit 3/4 d'heure au début, ça dérive vers 1h30. Donc voilà. Et je vais passer sans plus attendre la parole à Didier Bény. Voilà. J'ai un micro. Je garde ça. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Philippe, donc je suis Didier Bény, directeur de RTE, Réseau de transport d'électricité Ouest. Je vous dirai un petit peu ce que c'est qu'RTE. Donc un exposé, oui, j'ai prévu une grosse demi-heure. Quelques éléments sur RTE, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément RTE. Après, un zoom sur l'équilibre entre ce qu'a dit Philippe, la production et la consommation d'électricité. Alors, ça sera plutôt en Pays de Loire que spécifiquement en Loire-Atlantique. C'est difficile de découper un réseau exactement aux frontières d'un département. Après, de présenter les enjeux pour la région et le département. Alors là, je ferai un focus sur Loire-Atlantique, le développement de réseau. Et surtout, les grands enjeux pour les années à venir, c'est tout ce qui touche aux énergies renouvelables, que ce soit l'éolien terrestre, que ce soit le photovoltaïque et les grands projets que l'on va voir apparaître là, c'est en jour ou en semaine, on parle sur l'éolien en mer. Et je vous dirai quelques mots des dernières informations qu'on a pu avoir au niveau du ministère. Et puis je terminerai par quelques éléments de perspective. C'est vrai qu'on essaie de se projeter à l'horizon 2020, 2025, pourquoi pas 2030. Et vous verrez quelques éléments que l'on peut avoir en notre possession et de regarder un petit peu ce que l'on peut faire pour la région et pour le département. En termes de vision, en termes d'éléments pour aider tous les acteurs du secteur, que ce soit les élus, que ce soit les collectivités, même les services de l'État sont intéressés aussi. Et je terminerai par là. Alors, RTE. Alors, RTE a été créé suite à la loi de 2000 qui a, vous avez dû voir, avant il y avait EDF, la grande maison, production, consommation, distribution, commercialisation. Ça a un peu changé maintenant depuis une dizaine d'années avec, j'allais dire, le réseau de transport d'électricité. Alors, réseau de transport d'électricité, ça va des autoroutes de l'électricité. C'est le réseau à 400 000 volts sur lequel sont rattachées toutes les grosses centrales, les centrales nucléaires en particulier, jusqu'au réseau 63 000 volts. Alors, entre deux, il y a le 220 000, c'est les nationales, et le 63 000, c'est les départementales. Et après, vous avez nos collègues de la distribution qui, eux, vont du 20 kV jusqu'au 220 volts chez vous. Donc, le gestionnaire du réseau de transport, qui d'un côté a tous les producteurs d'électricité. Alors les producteurs, vous avez donc on y reviendra tout à l'heure sur la région, les producteurs EDF, GDF Suez, tous les producteurs qu'on peut avoir, des producteurs indépendants aussi. On a également la gestion des interconnexions. Il faut savoir qu'en France, on a 45 lignes d'interconnexion avec les pays, alors frontaliers bien sûr, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc 45, donc on gère ces interconnexions parce qu'on ne fonctionne pas. La France exporte, importe, ça dépend les jours. Globalement, on est exportateur sur l'année, mais c'est important. Donc on gère ces importations, comme on gère au niveau des exportations toutes les transactions qui se passent au niveau européen se font par le réseau public de transport. C'est au réseau 400 000 ou 220 000 volts. Et puis vous avez alors après soit des clients rattachés directement à notre réseau de transport, soit par l'intermédiaire du réseau de distribution, vous avez les particuliers, les PME et les PMI. Alors RTE, 8500 salariés. Alors bon, les kilomètres de ligne, tout ça, c'est surtout donc une société anonyme depuis 2005 qui est une filiale à 100% d'EDF, mais c'est une filiale régulée. Et vous avez vu, je suis passé peut-être un peu vite tout à l'heure, il y a un acteur qu'il ne faut pas oublier, qui est la Commission de régulation de l'énergie. C'est un peu le gendarme, l'autorité de régulation du secteur, comme vous l'avez pour les télécoms, comme vous l'avez pour la télévision. On a la même chose dans le domaine de l'énergie. Et donc cette filiale d'EDF est régulée et l'indépendance est garantie dans la loi. Vous reprenez la loi de 2000, la loi de 2005. Il y a les dispositions avec un directoire et un conseil de surveillance et des missions de service public. On a un contrat de service public qui est signé avec l'État. Et nos principales missions, bien sûr, c'est d'acheminer 24 heures sur 24
7 jours sur 7, je pourrais même rajouter 365 jours par an, l'électricité. Donc l'équilibre entre la production et la consommation, l'électricité, ça ne se stocke pas. À tout moment, il faut qu'on ait l'équilibre. S'il y a trop de consommation, il faut mettre un peu plus de production. Et s'il n'y a pas assez de consommation, il faut abaisser un peu de production. C'est le métier de RTE. Bon, comme le rappelait Philippe, l'électricité, c'est un bien vital. Donc on est aussi opérateur d'une infrastructure vitale. Et on a pour mission, bien sûr, l'entretien et la mise à niveau de notre réseau, mais de pouvoir accueillir l'ensemble, que ce soit des consommateurs ou des producteurs, sans discrimination, garantir l'accès non discriminatoire au réseau public de transport. Alors quand on regarde dans l'Ouest, on est découpé en 7 régions. RTE sur l'Ouest, c'est quand même 1000 salariés. Alors Philippe parlait du Grand Ouest, RTE Ouest. C'est parce qu'on couvre 4 régions administratives, la Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Région Centre. Le siège, il est localisé à Nantes, il y a 2 unités. Une qui est à La Chapelle, une qui est boulevard Loriol. Ça représente un peu plus de 500 salariés dans l'agglomération nantaise. Et on est répartis sur une trentaine de sites, avec des sièges à Quimper, à Saumur, Orléans et La Rochelle, plus des groupements pour tout ce qui est aspect maintenance, répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, vous avez vu, en 2010, c'est près de 150 millions d'euros d'investissements qui ont été faits par RTE, dont 40 millions, un peu plus de 40 millions, en Pays de Loire. Alors, les 2 tiers étant liés au développement du réseau, et puis après à son renouvellement, à la réhabilitation, pour avoir un réseau toujours en bon état. Alors, on parlait des clients. Quels sont les clients raccordés à ce réseau dans la région Ouest? Bon, vous verrez tout à l'heure sur une carte, la Loire-Atlantique et puis surtout la Bretagne. C'est vrai que des fois, on fera des parallèles avec la Bretagne. Les grands centres de production, ce sont les centrales nucléaires qui se trouvent le long de la Loire, Dampierre, Chinon, Saint-Laurent, Belleville. On a une centrale nucléaire aussi qui se trouve près de Poitiers, c'est la centrale de Civaux. Et un peu plus loin, mais qui influe quand même sur notre alimentation dans l'Ouest, c'est la centrale du Blayais, côté de Bordeaux, et la centrale de Flamanville, qui est du côté de Cherbourg. On a quand même une des plus grosses unités de production de thermique classique qui se trouve à la centrale de Cordemais. C'est une grosse centrale, ça représente 2600 MW, 2 tranches charbon et 2 tranches fioul de plus de 600 MW, dont une grande partie de l'énergie est évacuée sur la Bretagne, mais qui permet à la Loire-Atlantique, pour le coup, et une bonne partie de la région Pays de Loire, d'être en sécurité d'alimentation, parce qu'on a un gros nœud électrique avec de la production, on verra ça tout à l'heure. Et après, on a sur l'Ouest, quelques petites productions. Une importante, elle est la seule en France, c'est l'usine marémotrice de la Rance, qui représente quand même 240 MW. On a des distributeurs, ERDF qui est le plus gros, et quelques entreprises locales de distribution, sur la Vienne, sur Chartres. Et on a des clients, que je vous disais tout à l'heure, qui sont raccrochés directement à notre réseau. Alors quand on regarde quels sont ces clients, vous avez quelques exemples. STX, DCNS, Airbus, Saint-Gobain, ça c'est dans la région Pays de Loire. Lafarge, vous en avez également en Bretagne. Et ça représente une 60aine de clients. Ce sont des clients gros consommateurs d'énergie et qui sont reliés directement au réseau public de transport. Alors, deuxième point, l'équilibre production-consommation en Pays de Loire. Alors, je vous ai fait un petit graphe pour vous montrer. Philippe a déjà dévoilé les chiffres tout à l'heure, un peu moins de 8%. La région Pays de Loire, en 2010 par rapport à 2009, c'est 7,7% d'augmentation de consommation. C'est énorme. Alors, il y a une explication à ça. La France, c'est 5,5%. Vous l'avez ici. Donc, on est supérieur à la moyenne nationale. Comment ça s'explique? Pour 2 raisons. La première, l'année 2010 a été une année froide. Vous rappelez-vous, il avait fait très froid la première semaine de décembre et il avait fait très froid pendant une dizaine de jours la première semaine de janvier en 2010. Donc quand vous regardez les températures, c'est une année froide et les 2 tiers de l'augmentation de consommation est liée à cet aléa climatique où il a fait froid. Et l'autre, et d'ailleurs vous le voyez très bien ici, là on vous a mis la répartition de la consommation d'électricité en Pays de Loire. En vert, ce sont les professionnels et particuliers. En bleu, c'est les PME, PMI. Et en bleu marine, ce sont les représentants de la grande industrie. Et voyez bien, les particuliers, plus 12%, c'est vraiment les maisons, ceux qui sont équipés avec des radiateurs électriques, il fait froid, les radiateurs fonctionnent un peu plus longtemps. Et donc, vous voyez bien, 7%, mais il y en a 12% qui sont, que l'on retrouve. Et vous voyez qu'on est beaucoup moins influencé sur la grande industrie et sur PME, PMI. Donc, les 2 tiers sont liés au froid. Et le tiers restant est lié à 2 éléments. Premièrement, il y a aussi l'augmentation de la population, des implantations de PME, PMI. La région Pays de Loire, c'est 25 000 habitants de plus en 2010 par rapport à 2009. On est un peu plus de 3 500 000 habitants. On prévoit 4 100 000 à l'horizon 2030. Donc 25 000 habitants, c'est des maisons, c'est du chauffage, c'est l'électricité, c'est des frigidaires, tout ce que vous voulez, des réfrigérateurs, des télés, des chaînes IFI.
Et l'autre explication, c'est un redémarrage. On n'a pas encore retrouvé complètement le niveau que l'on avait avant la crise économique. Meilleur redémarrage, la grande industrie, qui est insensible, j'allais dire, parce que le nombre de clients, j'ai peut-être un client de plus en raccordé à notre réseau. Et vous voyez, on a refait plus 2,4, on retrouve un redémarrage de l'activité économique qui se traduit par une augmentation de la consommation d'électricité. Donc globalement, des chiffres importants. Philippe l'a dit tout à l'heure, si on corrige de cet effet température, une année normale, on aurait fait plus 3,1%. Vous voyez, donc c'est quand même, et vous verrez tout à l'heure les chiffres, si on veut se projeter à l'horizon 2015-2020, si on a des taux de croissance de cette importance-là, on va doubler en 20 ans et il va falloir faire des choses. Alors à mon avis, on ne le fera pas et je vous expliquerai ce qu'il est prévu. Et vous aviez ici, là, j'ai mis des chiffres cumulés. Alors là, je vous parlais que de l'année 2010 par rapport à 2009, mais si on regarde depuis 2004, donc depuis 6 ans, vous avez en cumulé la région Pays de Loire et en bleu marine la France. Et vous voyez donc sur 6 ans, c'est quasiment 22% d'augmentation. Donc là, il y a des années froides, donc c'est sur une plus longue période qui permet d'avoir une meilleure appréciation de l'augmentation. Et vous voyez, la France, on est inférieur à 9%. Donc ce dynamisme, cette évolution, on le retrouve aussi sur une longue période. Ce n'est pas qu'une seule année, comme on a pu le constater en 2010. Alors d'où vient l'énergie consommée? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, centrale de Cordemais. On a aussi un cycle combiné à gaz à Montoire de Bretagne de Suez qui a été inauguré vendredi dernier, mais qui tourne depuis quelques mois. Et on a donc les centrales nucléaires et de l'énergie renouvelable. Je vous montrerai tout à l'heure en région Pays de Loire. Ça commence. Pour vous donner encore quelques chiffres, ça permet de bien visualiser. La production éolienne en région Pays de Loire, éolienne terrestre, il n'y a que de l'éolien terrestre pour l'instant, elle a augmenté plus de 50% en 2010 par rapport à 2009. Encore un autre chiffre qui est aussi qui permet de bien visualiser. Maintenant, la production éolienne en région Pays de Loire terrestre, ça représente 10% de la production de la centrale de Cordemais. Vous voyez, donc ça commence à être significatif. Au début, on disait oui, l'éolien et tout ça. Si, ça commence à faire de l'énergie. 50% d'augmentation sur une année, 10% de toutes les éoliennes que vous pouvez voir autour de vous, 10% de la production de la centrale de Cordemais. Le photovoltaïque, là on a multiplié par 3, mais comme c'était assez bas, le photovoltaïque, ça représente 10% de l'éolien. Vous voyez, c'est 10% le photovoltaïque, le solaire par rapport à l'éolien, éolien 10% par rapport à Cordemais. Donc comme ça, vous avez les échelles, ça permet de mieux visualiser. Alors, quels sont les enjeux? Alors, on parlait tout à l'heure, différents enjeux. D'abord, les enjeux macro sur le territoire, sur les 5 départements de la région Pays de Loire, avec 2 zones, enfin 3 zones, on va dire. Il y a la zone sud, sur laquelle je reviendrai après. Bon, il y a d'abord le projet de Cotentin-Maine. Cotentin-Maine, c'est la construction de la ligne qui va permettre l'évacuation de la centrale de Flamanville, qui est en construction, et qui permettra également, parce que cette ligne va se raccorder à proximité de Laval, à l'est de Laval, sur la ligne qui va jusqu'à Rennes. Et à partir de cette ligne, on va pouvoir sécuriser toute la Mayenne. Vous voyez, la Mayenne, en vert, c'est le 220 000 volts. On n'a que 2 lignes. Quand on a une ligne, soit en entretien, soit en avarie, parce que ça peut arriver, la consommation est tellement importante qu'on ne peut pas reprendre l'ensemble de la consommation sur une ligne. Donc il y a des risques de coupure l'hiver. Donc dès que ce poste sera construit, horizon 2013-2014, c'est bientôt, on va pouvoir repartir de ce poste pour mettre une 3e ligne et sécuriser toute la Mayenne pour les 15 à 20 ans qui viennent. Le poste de Molière, ça va permettre l'alimentation de la future ligne à grande vitesse qui va de Paris à Rennes. Les TGV, ça consomme l'électricité, donc on a besoin de sous-stations. Il y en a une qui va être mise à Molière et il y en a une qui va se trouver juste à la frontière entre la Mayenne et l'île-et-Vilaine. C'est 2, pour alimenter cette ligne à grande vitesse, on a besoin de 2 sous-stations qui sont raccordées au réseau ici aux 400 000 volts. Et dernier point, et ça c'était le plus critique, et pour lequel il y a eu des risques de coupure, il y a même eu des fois des incidents, c'est toute la région, on va dire, Sud-Loire-Atlantique et surtout la Vendée. Vous voyez que la Vendée, c'est la même problématique que la Mayenne. Il y a une ligne qui vient de Nantes pour la Vendée et une ligne qui vient de La Rochelle. Même chose, en plein hiver, en cas de problème sur une des 2 lignes, une avarie, c'est 150 000 habitants qui risquent de se retrouver sans électricité. Et donc c'est une situation qu'on ne peut pas accepter. Et donc on prévoit donc de construire une nouvelle ligne. Et alors, pour aller chercher cette énergie, parce qu'il ne suffit pas de construire une ligne, il faut encore injecter de l'énergie, on va devoir s'appuyer sur l'ossature du réseau à 400 000 volts, donc à proximité entre Cholet et Angers. On va réinjecter de l'énergie qui vient de ce réseau. Donc ça, c'est les grands projets structurants pour toute la région Pays de Loire. 2014, 2013-2014,
2011-2012. Vous avez à peu près les gros travaux, j'allais dire, pour la région. Et si maintenant on zoome et on va arriver sur la Loire-Atlantique, vous voyez bien que tous les projets qu'on peut avoir, c'est l'agglomération nantaise pour accompagner le développement de l'agglomération nantaise. Alors je vous en ai mis quelques-uns, on pourra y revenir après si vous voulez. On a besoin, même chose, pour accompagner le développement de l'agglomération nantaise, on a besoin d'aller chercher l'énergie sur le réseau à 225 000 volts. C'est là qu'on retrouve de la puissance. Et donc il y a un poste qui va être créé ici dans le nord, à proximité, vous voyez, proximité d'Orvaux, qui va s'appuyer sur le réseau 220 000 pour sécuriser tout le nord de l'agglomération. Après, pour la partie sud, et qui va en direction de Saint-Philibert-de-Grandios, c'est le projet 2, vous l'avez ici, même chose, on va avoir une nouvelle ligne qui va permettre d'injecter du courant pour la partie sud. Et le quatrième projet, c'est les projets du Pays de Ré, où on a d'énormes difficultés. Là, vous voyez qu'il y a du réseau 90 000, il n'y a pas du tout de réseau à 220 000 volts. Et on va devoir créer, j'allais dire, un poste de transformation, même chose, en s'appuyant sur le réseau 220 000. Donc vous voyez, une partie sud ici, une partie nord et une partie sud-ouest. Et pour le cœur de ville, alors là, on va reprendre la liaison. On a une liaison qui est un peu ancienne, qui part de Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est à peu près au niveau de la Beaujoire, qui arrive au Tanneur, qui n'est pas très loin d'ici. Et on va reconstruire une liaison souterraine à 63 000 volts de plus grosse capacité pour le cœur de l'agglomération nantaise. Donc voilà les gros projets. Horizon, vous voyez, 2015, 2014, 2014, 2013. La concertation a été engagée. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté particulière. Bon, il faut reconnaître aussi que, bon, là, c'est la liaison souterraine, une liaison souterraine et des raccordements par liaison souterraine pour pouvoir respecter ces délais. On construit maintenant, j'allais dire, dans les régions urbaines ou semi-urbaines, essentiellement en liaison souterraine, pour des niveaux de tension importants à 63 ou 90 000 volts. Alors, un autre enjeu. Donc là, je vous ai parlé partie réseau, sécurisation de l'agglomération nantaise et de la région Pays de Loire. Maintenant, un autre enjeu pour la région Pays de Loire, c'est le développement et l'accompagnement des énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables, j'en ai cité deux. Il y a l'éolien, on verra tout à l'heure entre l'éolien terrestre et l'éolien en mer, et photovoltaïque. Elles ont toutes en commun, ces énergies renouvelables, qu'elles sont, j'allais dire, aléatoires. C'est-à-dire, il y a du vent, il y a de la production d'électricité. Il y a du soleil, il y a de la production d'électricité. Et donc, il faut qu'on puisse s'adapter. Contrairement à une centrale au gaz, vous appuyez sur un bouton, vous avez 400 MW. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous avez ça. Vous avez une centrale nucléaire, elle est programmée, elle produit l'énergie. Quelles que soient les conditions, vous aurez l'énergie. Là, donc, il faut qu'on s'adapte. Et donc, on a développé un outil qui s'appelle IPES, insertion de la production éolienne et photovoltaïque, dans le système pour pouvoir justement avoir les bonnes prévisions et pas se retrouver tout d'un coup parce qu'il y a du vent avec plein d'électricité qui arrive sur le réseau et avoir des bouchons comme vous pouvez avoir sur une autoroute ou une nationale et pas être capable d'évacuer cette énergie. Alors, on verra les chiffres après tout à l'heure d'éolien. On a actuellement à peu près 5000 MW en 2010. D'ici à 2020, on va multiplier par 4 la production d'éolien terrestre. Et c'est vrai pour la région aussi. Donc, sur la région aussi, on verra. Ça, c'est la France. Alors, 20 000 MW en Pays de Loire, vous comptez 2 MW, ça ferait 10 000 mâts. Je pense qu'il y aurait des difficultés pour les installer. Au niveau de la région, on prévoit à l'horizon 2020 quelque chose aux alentours de 1500 MW, ce qui est déjà important. Et donc ça, c'est pour l'éolien terrestre. Et on va venir se rajouter, et je vous en dire un mot, sur l'éolien offshore. Et il se peut que d'ici quelques jours, on fasse une annonce. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 3000 MW d'éoliennes en mer qui va être soumise à un appel d'offres. La région Pays de Loire, il y aura 1 ou 2 projets, on ne sait pas encore. Au début, on était parti sur un projet sur Saint-Nazaire. Il y a des discussions en cours. Il se peut qu'il y ait un deuxième projet qui sort sur la partie vendéenne, entre l'île-Dieu et l'île Douarnenez-Armoutier. Et on a un dernier projet dans l'ouest qui est à Saint-Brieuc, important. Les 3 autres projets étant sur la Normandie. Et donc, il faut qu'on puisse prévoir. Alors, comment on fait ? On a pris, j'allais dire, un contrat avec Météo France qui nous envoie des prévisions de vent à 36 heures. Et à partir de ces prévisions de vent, nous, on fait des prévisions de production d'électricité. Et ces prévisions de production d'électricité, là, on ne voit pas bien ici, mais vous avez ce qu'on appelle des intervalles de confiance. Vous êtes sûr à 80% de vous trouver entre les deux. À l'horizon 24 heures, on est à peu près à 75% de chance d'être dans le tuyau, j'allais dire. À l'horizon 36 heures, on descend un peu, on est plus proche de 50 à 60%. Mais c'est quand même
plus fiable que ce qu'on a connu par le passé, mais c'est limité qu'à 36 heures. À 2 jours ou à 3 jours, je ne peux pas vous dire quelle sera la production, et il faut qu'on puisse anticiper. Alors, pour vous donner aussi des ordres de grandeur, parce que c'est des choses qui ne sont pas toujours très connues, une éolienne sur Terre, vous la ramenez, c'est-à-dire vous la voyez tourner souvent, si vous la ramenez à sa puissance maximale, elle tourne à peu près 25% du temps. Une éolienne, on compte 25% du temps. Le photovoltaïque, le solaire, ce que vous avez sur les panneaux des maisons, ça tourne à peu près 1000 heures. 1000 heures sur 8000 heures d'une année, ça fait à peu près un huitième du temps. Ça vous donne 12 à 13% du temps. Et on dit que les éoliennes en mer, mais on ne l'a pas encore pu mesurer, uniquement sur ce qui a été fait en Angleterre ou au Danemark, ça devrait tourner entre 30 et 35% du temps. Les machines sont plus hautes, le vent est plus régulier, donc on produit plus d'énergie comparativement à ce qu'on peut faire sur l'éolienne sur Terre. Donc voilà, alors ce qui est actuellement en discussion et ce qui est important pour la région, il y a 2 éléments. Premièrement, c'est ce qu'on appelle les ZDE, les zones de développement de l'éolien. Pour pouvoir, vous savez que l'éolien bénéficie d'un tarif d'achat qui permet à la filière de se développer. Pour pouvoir bénéficier de ce tarif d'achat, alors le tarif d'achat, il représente quand même 85 € du mégawattheure. C'est à peu près une fois et demie le prix que vous achetez, vous, votre énergie à votre fournisseur. Il faut être dans ces ZDE. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi l'État a développé ces zones de développement? C'est pour éviter d'avoir des éoliennes réparties un peu partout. On définit des zones. Il y en a une douzaine ou une quinzaine sur la région Pays de Loire où on peut installer des éoliennes et bénéficier du tarif d'achat. Donc ça, c'est important. Et on est en train de travailler avec l'État et la région à définir les zones, les schémas climat et énergie, c'est-à-dire sur le volet éolien, comment on voit sur les 10 prochaines années, comment va se développer l'éolien. Alors ça, c'est l'éolien terrestre. Après, quand on regarde, là je vous ai mis, vous voyez, on était à un peu plus de 1500 mégawatts sur le Grand Ouest et sur la région Pays de Loire, on était à 320. Et il y a déjà plus de 200 mégawatts qui sont en cours d'instruction, soit permis de construire, soit en cours de construction. Donc vous voyez, d'ici 2 ans, on devrait être à 550 mégawatts. Et pour prévoir arriver entre à peu près 1500 mégawatts à l'horizon 2020. Bon, on est la région Grand Ouest la plus développée, juste devant la région Nord, où il y a pas mal d'éoliens terrestres aussi, en termes de volume. Et quand vous regardez, je vous ai mis le tableau pour comparer. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure 50% sur la région Pays de Loire, à comparer aux 22% au niveau France. Comme c'était une année froide, vous avez un peu plus de thermique. Et comme la disponibilité du nucléaire a été meilleure en 2010 qu'en 2009, on a eu également un peu plus de production nucléaire. Vous voyez, bon, le photovoltaïque, il faut faire attention parce que les chiffres sont importants. Mais par exemple, sur la région Pays de Loire, on est passé de 20 gigawattheures à 60 gigawattheures. On multiplie par 3, mais ça fait quand même que 10% de l'éolien. Donc voilà, et quand vous regardez la région Pays de Loire, je vous ai mis le chiffre, on a 35 parcs éoliens. Un parc éolien, c'est 5, 6, 7 machines qui sont à peu près d'une puissance chaque mât. Ça fait à peu près entre... Les plus anciennes sont un peu inférieures à 1 mégawatt. Les nouvelles qu'on installe sont de l'ordre de 2 mégawatts. Alors, l'offshore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'objectif, donc on a dit 20 000 mégawatts d'éolien terrestre à l'horizon 2020. La France a pris comme objectif d'avoir 6 000 mégawatts. Ça, c'est issu du Grenelle de l'environnement. Il y a 2 ans, tous les objectifs pour développer les énergies. Rappelez-vous, les engagements de la France, c'est 23% d'ENR à l'horizon 2020. Et pour faire ces 23%, il faudra de l'éolien terrestre, il faudra de l'éolien en mer, il faudra du photovoltaïque. Il ne faut pas oublier le premier, qui est l'hydraulique, qui existe déjà. On est à peu près entre 16 et 17% actuellement. Donc pour arriver au 23, on est sur le bon chemin, mais on n'y est pas encore. Et donc, deuxième objectif aussi de l'État français, c'est d'essayer de développer une filière industrielle. J'exagère. Une grande partie des éoliennes terrestres qui sont installées viennent soit d'Allemagne, soit des pays nordiques. Il n'y a pas de filière industrielle en tant que telle. Et donc, comme il y a peu de projets, il y a eu 2 projets en Angleterre pour quelques centaines de mégawatts. Le Danemark est un peu plus avancé, mais quand vous regardez, il y a peu de projets en Europe. Bien sûr, il faut des façades atlantiques. Et donc la France, avec sa façade atlantique, est bien placée. Et donc, on s'est fixé au niveau de la France un objectif à 6 000. Et ce qui est prévu, c'est que l'État lance ici, fin avril, début mai, une première tranche de 3 000 mégawatts qui devrait être mis en service à l'horizon 2015-2016. Et quand vous regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, la zone de Saint-Brieuc, la zone de Saint-Nazaire est en discussion actuellement. Elle sortira pas. Ça, c'est le gouvernement qui nous le dira. Mais il y a une forte probabilité qu'elle puisse sortir. L'objectif étant d'avoir
c'est 3000 MW à mettre en service dans 5 ans. Alors pourquoi? Parce que ça peut permettre aussi, vous voyez, on vous a mis sur la carte, il y a un regroupement d'entreprises, comme il peut y avoir aussi Neopolia sur la Loire-Atlantique, qui représente combien? 60, 70 entreprises. Il y a aussi le pôle naval en Bretagne qui représente aussi. Il y a la possibilité et la volonté des élus, et même je pense des services de l'État, d'accompagner et de permettre ce développement et de récupérer, j'allais dire, une partie, soit de développer et de construire sur place, soit de récupérer une grosse partie du développement de ce type de production d'électricité à partir des éoliennes en mer. Bon, voilà ce que ça représente, des éoliennes en mer. Ça, c'est des photos qu'on a pu voir. Ça peut monter, les dernières machines là, qui font 6 MW, ça représente 120, 130 mètres de haut. Ça commence à faire des belles machines. Et donc, ça nécessite sans doute certainement des développements où, au niveau de Saint-Nazaire, au niveau des quais, au niveau de l'assemblage, au niveau des barges pour pouvoir aller et tout ça, au niveau de la maintenance derrière. Donc il y a beaucoup d'activités qui peuvent être liées à la fois dans la phase construction, mais aussi dans la phase d'exploitation. Alors après, je passerai vite quand même, mais il y a deux possibilités. C'est soit des solutions en courant alternatif, c'est ce qu'on risque de retenir, c'est les moins chers au niveau de la France. Mais vous voyez, vous avez des éoliennes, raccorder un câble, vous avez des stations en mer, ça va être des postes électriques que vous avez, là vous avez des postes électriques, bon on connaît plutôt les plateformes pétrolières, mais là il y aura des plateformes électriques en mer. Et je vous ai pris un petit exemple, vous voyez, c'est un câble qui fait c'est une âme du cuivre, il fait du 1000 mm² en cuivre, ce qu'on mettra c'est entre du 1200 et des 1600 carrés cuivre, ce qui fait 1 cm de plus. Vous avez 3 câbles posés comme ça, ensouillés, hein, vous creusez 30 cm dans le sable, 3 câbles comme ça, bon, il y a une protection métallique pour éviter si jamais il y a un bateau ou quelque chose, et vous sortez 500 MW dans 3 câbles comme ça qui sont mis au fond de la terre. C'est ce type de câble. Alors on peut l'avoir soit, là les 3 câbles sont mis ensemble, on peut aussi poser 3 câbles séparés, les deux sont possibles. Et après vous avez d'autres techniques, ça c'est à courant continu, qui nécessitent une conversion de l'énergie qui est alternative en continu et d'avoir un poste qui est un peu plus important, mais là c'est de la technique, on va y passer. Donc, je vous disais tout à l'heure, avec des moyens, vous voyez, il faut des bateaux parce qu'on assemble directement le câble sur le bateau avec des ensouilleuses, donc des machines qui vont aller creuser le sable pour poser le câble au fond. Et vous voyez le câble, comment il est posé. Alors, quelles sont les perspectives? Et on parlait tout à l'heure aussi de développement durable. Alors, il y a d'abord une connaissance. Et RTE a mis en place un service qui s'appelle Ecodemix, un service d'information. Vous allez sur le site de RTE. rte-france.com et vous avez en temps réel, en permanence, 3 types d'informations. Vous avez la première information, quelle est la consommation d'électricité en temps réel, la prévision et la réalisation. Et vous pouvez vous balader, hein, vous voyez, consommation, prévision, la reprévision qui a été faite dans la journée. Donc ça, c'est pour avoir une connaissance de la consommation d'électricité. Après, vous avez une deuxième information pour satisfaire à cette consommation d'électricité. Vous avez la répartition, comment on produit, quelle électricité on produit en France. Ça, c'est remis à jour tous les quarts d'heure. Donc vous avez le gros pavé, c'est le nucléaire. Vous avez, puis bon, je ne vais pas vous faire la liste, mais vous avez le charbon, le gaz, l'éolien, l'hydraulique, les autres et les exportations. On exporte, vous voyez, ça je ne sais plus quel jour c'était, mais on exportait plus de 6000 MW à l'étranger ce jour-là. Donc ça, c'est remis à jour tous les quarts d'heure et vous avez le mix énergétique, la consommation, comment on produit, et après, quels sont les rejets de CO2, quels sont les gaz à effet de serre. Et vous avez en temps réel, comme ça, la consommation, enfin les rejets en tonnes de CO2, en tonnes par heure, et on est capable de suivre en fonction de la consommation, en fonction de la production, à quelle quantité de CO2 dans l'atmosphère ça correspond. Ce qui va permettre après, et vous verrez tout à l'heure, et là on se projette à l'horizon un peu plus lointain, 2015, 2020, 2025, tous les réseaux intelligents qui permettront, j'allais dire, à partir des informations et de l'optimisation du parc de production pour essayer de limiter ou d'optimiser, j'allais dire, les rejets de CO2. Alors ces réseaux intelligents permettront, alors il y a à la fois les parcs de production, que ce soit les centrales nucléaires, les éoliennes ou le photovoltaïque. Donc là on a mis les 2 gestionnaires de réseau, de transport et distribution, parce que ça passera par les 2 réseaux, et de la consommation, en fonction, là pour l'instant le consommateur il est passif. Encore dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'allais
Quand j'étais chez mes parents, il y avait encore des disques qui tournaient. Et puis quand le disque qui tournait trop vite, mon père dit il faut éteindre les interrupteurs pour couper l'électricité parce que ça coulait trop vite. Alors maintenant, vous ne voyez plus rien. Et si vous n'allez pas vous coller directement, voir. Et donc ça nécessitera certainement, j'allais dire, des évolutions technologiques avec des compteurs dits intelligents pour que le consommateur, il ne soit pas uniquement passif, mais qu'il puisse être actif. Alors il sera aidé par des signaux qu'on pourra lui envoyer en fonction de l'état de la consommation ou de la production. Et on mettra aussi en place des réseaux intelligents qui, en fonction... Alors là, on a dit sur la maîtrise de demande d'énergie, on parlait tout à l'heure d'EcoWatt. Philippe, alors qu'est-ce que c'est EcoWatt? EcoWatt, pour l'instant, c'est un dispositif. Alors c'était plutôt spécifique à la Bretagne parce qu'il y avait des risques de coupure. Quand il faisait très froid, on demandait aux gens de limiter leur consommation, surtout le matin et le soir, entre 18h et 20h. Quand vous rentrez chez vous, vous allumez les lumières, vous lancez votre four, vous lancez le lave-linge, le lave-vaisselle. Et donc, ça faisait des pics de consommation importants. Donc, on a demandé aux gens de s'inscrire. On leur envoie un SMS. Ils reçoivent un SMS en disant, tiens, aujourd'hui, il fait froid, une alerte. S'il vous plaît, si vous pouvez limiter votre consommation ou vous reportez votre lave-linge, je le démarre à 18h, vous le démarrez à 21h. Et donc, ça, c'est des possibilités. Et puis, il y a des possibilités, vous verrez tout à l'heure aussi, suivant les scénarios qu'on aura de développement de la voiture électrique. Ça aussi, c'est un nouvel usage de l'électricité. On verra qu'on pourrait, par exemple, optimiser. Il y a du vent, on a à Saint-Nazaire, en Vendée, de grosses quantités d'électricité qui arrivent. On en profite pour charger les batteries. Il n'y a plus de vent, hop, on arrête pendant 2 heures. On reprend le relais avec d'autres moyens de production. On va partir de toutes ces informations, optimiser. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est dans 5 à 10 ans qu'on pourra faire ces optimisations grâce au réseau intelligent. Donc là, c'est la France. On va peut-être passer à un niveau plus régional. Je vous ai mis quand même, parce que ce n'est pas très connu, là, les voitures électriques. Alors pour l'instant, vous voyez, 2010, c'est tout petit. C'est là. Et suivant les scénarios, alors que ce soit un scénario de référence ou un scénario MDO renforcé, MDO renforcé, c'est si on veut vraiment, au niveau des rejets de CO2, maîtriser, on peut se retrouver à l'horizon 2020, voire 2025. Alors à gauche, c'est en millions de véhicules. Et à droite, c'est la consommation d'électricité que ça représente. Vous voyez, suivant les scénarios, on peut se retrouver dans 10 ans entre 1 et 3 millions de véhicules, ce qui représente des consommations de l'ordre de 2 à 6 TWh d'électricité. Donc profitez, j'allais dire, de ces énergies qu'on va mettre en œuvre d'ici à 2020 pour pouvoir optimiser. Alors ça nécessitera aussi des choix. Alors au niveau France, de ce que ça représente, oui. Mais après, il ira à définir, est-ce qu'on rentre chez soi le soir et puis on branche la prise de courant pour recharger sa voiture? Est-ce qu'on va dans une station-service, on change une batterie, on en prend une et elle est rechargée la nuit plutôt que d'être rechargée? Vous voyez, il y a tous ces choix-là à faire, mais ce n'est pas négligeable. Et je voudrais en terminer là-dessus, vous voyez, là je vous ai repris, donc je vous ai dit parler de 2004 tout à l'heure, j'ai été rechercher des prévisions jusqu'en 90, pour dire ça fait maintenant 20 ans. Et vous voyez, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des chocs pétroliers, il y a eu des crises et tout ça. Bon an, mal an, ça progresse toujours. Si on ne fait rien, c'est la courbe rouge, c'est la courbe tendancielle. Maintenant, on a un scénario de référence. Il y a quand même des dispositions qui ont été prises au niveau du Grenelle. Vous avez les lampes basse consommation. Et globalement, on peut espérer faire un peu moins de 10 TWh à l'horizon 2020 pour le seul département de la Loire-Atlantique. Là, je vous ai mis que le seul département de la Loire-Atlantique. Et on espère bien, mais ça demandera sans doute des actions, alors que ce soit des élus au niveau des accompagnements qui pourront être faits, par exemple dans les isolations, il y a déjà des nouvelles normes de construction, si on veut faire des efforts supplémentaires. On a un scénario qu'on appelle MDE, maîtrise de l'énergie renforcée. Et en Bretagne, on a mis en place avec le conseil régional, avec la préfecture de région, avec l'ADEME, on a signé un pacte breton. Et on a exactement le même type de courbe. Et il prévoit d'engager rien que sur la période des 10 prochaines années. Il y a plus de 100 millions d'euros qui vont être mis, avec des effets de levier, ça peut aller jusqu'à 200, 300 ou 400 millions d'euros, pour pouvoir justement réduire et diminuer l'augmentation de la consommation d'électricité. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? Là, je vous ai mis la Loire-Atlantique à 2020. Pour cela, pour pouvoir prendre ces décisions, il faut avoir une vision. Et pour faire une vision, c'est ce qu'on a fait en Bretagne et c'est ce qu'on a proposé. On a rencontré le conseil régional. On doit prochainement aller devant le conseil économique, social et environnemental. On a rencontré la préfecture de région. On a rencontré différents élus. De dire, on peut se projeter à 10 ans. On a les prévisions de consommation. On peut regarder quelles sont les actions que l'on peut mener dans le cadre de la demande de maîtrise d'énergie. Parce que ça, c'est un levier fort. Parce que, je veux dire... Là, vous voyez, ça augmente. Pourtant, c'est un scénario MDO renforcé. N'oubliez pas, 25 000 habitants de plus chaque année. C'est aussi l'accompagnement du développement des ENR.
comment on fait pour l'éolien terrestre? Est-ce qu'on pourra aller jusqu'aux 1500 ou 1300 MW prévus sur la loi Atlantique? Comment on accueille ces énergies renouvelables au niveau de l'offshore? Je vous ai parlé de l'offshore. La technologie actuelle, et c'est pour ça qu'il y a relativement peu de projets. On pourrait se dire comment ça se fait en Bretagne, en Loire-Atlantique, il y a du vent, on pourrait en accueillir beaucoup plus. Sauf que la technologie actuelle, c'est de la technologie ancrée. Il faut s'ancrer sur le fond. Et ça, on est limité à une trentaine de mètres. Au-delà de 30 mètres, c'est pas possible, ça coûte trop cher, et au niveau des pieux et tout ça. Par contre, il y a une nouvelle technologie. Il y a l'École centrale de Nantes qui travaille dedans. Il y a des démonstrateurs qui vont être mis en place pour faire de l'éolien flottant et de récupérer la technologie des plateformes pétrolières, où là, vous pourrez aller beaucoup plus loin avec des fonds de 100 mètres, 200 mètres, en étant accroché sur le fond, ce qui permettra aussi de développer, j'allais dire, encore des énergies renouvelables. Ça, c'est le deuxième point. Et pour terminer, le troisième point, c'est la sécurité d'alimentation. Je vous ai dit, on a des projets d'accompagnement. On a aussi quelques projets à l'horizon 2020-2030. Et globalement, avoir cette vision sur les 10-15 prochaines années, MDE, ENR et sécurité d'alimentation. Voilà ce que je voulais vous dire sur la région. Bravo Didier Bény pour ce marathon et en même temps ce respect des délais et cette course. Mais je pense que tu vas pas être solitaire parce que je pense que maintenant il va y avoir quelques questions. Alors, comme d'habitude et comme il est d'usage, sur les questions, essayez si possible de faire des questions brèves, quoi, pour que la réponse soit la plus longue et détaillée possible. Ce serait voilà. Est-ce qu'il y a une première question? Voilà, c'est parti. Je me lance, Bruno Dehaye, du Conseil de développement. Vous n'avez pas parlé de la loi NOM et j'ai entendu aussi, j'ai une deuxième question concernant le remplacement des compteurs chez les particuliers. Compteurs électriques. Je ne vous ai pas parlé de la loi NOM parce qu'elle est toujours en discussion. J'ai même lu, je fais que lire la presse, je vous répète. Il y a même des questions de voir si elle ne va pas être reportée. Donc je n'ai pas d'éléments sur la loi NOM. Pardon, sur la loi NOM en particulier. Alors il y a différents articles dans la loi NOM. Celui qui est le plus connu, c'est le prix de rachat de l'électricité. Donc ça, c'est en cours de discussion. J'ai pas d'éléments. Et sur les compteurs intelligents, alors je ferai que je donne la parole à mon collègue de la distribution parce que les compteurs, ils sont chez lui, chez les particuliers. Ce que ça va aider, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure dans un transparent, c'est de pouvoir approcher la consommation d'électricité. Parce que les gens se rendent pas compte quand on a lancé ce dispositif en Bretagne. Ils disaient, mais les pointes, il y a risque de coupure. Vous savez que rien que le fait, les gens, il y a 30 000 personnes qui se sont inscrites sur SMS. On a fait une étude cet hiver. C'est 2,5% de la consommation en moins. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 150 000 habitants. Chacun fait des gestes. Alors, ces gestes citoyens, il n'y a rien à gagner. On ne gagne pas d'argent et tout ça. Simplement un geste citoyen. On a informé les gens. On leur a demandé de s'inscrire. 30 000 inscrits, c'est pas énorme. Il y a 3 millions, un peu plus de 3 millions d'habitants en Bretagne. On a réussi à gagner 2,5%. Donc, vous voyez, le fait de pouvoir connaître sa consommation et les compteurs qui vont être installés vont permettre d'approcher cette consommation et de pouvoir faire les bons gestes. Mais Patrick, sans doute que tu peux compléter. Bonsoir, Patrick Dubois, je suis le directeur régional pour ERDF, donc le distributeur, celui qui s'occupe après. En ce qui concerne les compteurs communicants, vous savez qu'il y a une expérimentation qui est en cours en Pays de Loire, en région Tourangelle et dans la région lyonnaise. Cette expérimentation de 300 000 compteurs devra obtenir le feu vert du gouvernement pour être généralisée. Pour l'instant, le ministre Besson a préparé une commission qui devra examiner les conditions de cette expérimentation. Et à ce jour, on en est là. L'expérimentation devait s'arrêter le bilan de l'expérimentation devait avoir lieu fin mars 2011. La commission de régulation dont a parlé Didier a quasiment fini son rapport sur l'expérimentation. Et puis maintenant, on va attendre que le gouvernement donne éventuellement le feu vert. On est assez confiant, mais c'est quand même un investissement un peu important. Et l'actionnaire principal de ERDF, c'est l'État. Hein, donc, n'oublions pas Patrick, ça. si les conclusions sont positives, c'est un déploiement sur quelle période sur l'ensemble du territoire national? Vu d'aujourd'hui, c'est un déploiement qui démarrerait en 2013 avec une première génération, fin 2012, début 2013, et une deuxième génération de compteurs qui est annoncée pour mi-2014 et qui s'étalerait sur 5 ans à peu près.
Parce qu'il faut le temps de créer des usines qui construisent les compteurs, etc. C'est pas immédiat, il y en a quand même 35 millions en France. Puis ça coûte un peu d'argent quand même. Ça coûte aux environs de 4 milliards. Oui, Jean. Oui, Jean-Neuilly. Une question, un mot que vous n'avez pas prononcé, alors que nous avons vu, il y a 2 ans, je crois, à l'école centrale, nous avons vu des projets d'hydrolien. Oui. On est au bord de la mer. En plus, ces appareils ont un avantage, c'est qu'ils ne polluent pas le paysage comme d'autres appareils, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu polluant du paysage. Alors sur les hydroliens, l'expérimentation va commencer 2012-2013, c'est du côté de Paimpol-Bréhat. C'est 4 machines de 500 kW, ce qui représentera l'équivalent de 2 MW, pour un investissement de 20 millions d'euros. Donc ça fait à peu près 10 millions d'euros du mégawatt. Je ne vous ai pas donné les chiffres parce que j'en ai déjà donné beaucoup, mais juste, ça permet toujours de relativiser. Les hydroliennes, 10 millions d'euros du mégawatt. Éoliennes offshore, éoliennes en mer, 3,5 millions d'euros du mégawatt. Éolienne terrestre, 1,3 million, 1,4 million d'euros du mégawatt, et puis on descend à chaque fois comme ça. Donc il faut développer, donc c'est pour ça qu'on fait un démonstrateur de mégawatts. Le projet qui suivra ou qui suivrait, ça serait plutôt dans la région près de la Manche, et ça serait un projet à 60 mégawatts. C'est dans le Raz de Blanchard, c'est ça, hein, le Raz Blanchard, qui est le plus, en termes de rendement, qui est le plus intéressant pour l'électricité. Donc oui, ça va se développer, mais à l'horizon où on se projette 2020-2025, ça sera peut-être, je vous dis, 60 mégawatts par rapport à tout ce que l'on peut faire, les 3000 mégawatts d'éolien terrestre, les 20 000 mégawatts d'éolien, les 6000 mégawatts d'éolien en mer, les 20 000 mégawatts, ça restera encore à notre horizon. Alors après, dans le futur, je ne sais pas dire. Et il y a un autre point que je n'ai pas évoqué aussi, parce que j'étais à l'école centrale de Nantes, il y a la production d'électricité houlomoteur à partir de l'énergie des vagues. Alors là, ils en sont encore à une étape encore avant, simplement de démonstrateurs. Et là, c'est quelques kilowatts dont on parle, c'est encore une échelle encore en dessous. Et là, bon, c'est presque de la recherche, si vous voulez. Et là, on prépare la période 2025-2030. Donc oui, il y a des expérimentations, j'en ai pas parlé, parce que ça reste, avec les chiffres que j'ai présentés, relativement marginal. Mais il y a du travail qui se fait là-dessus, et on prépare. Alors en géothermie, on a des chiffres, c'est quelques centaines. Alors en biomasse, on peut avoir... Géothermie, pas trop, c'est plutôt la biomasse. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Tout ce qui est traitement des déchets, tout ça, ça représente... Alors sur Pays de Loire, je n'ai pas le chiffre. Sur la Bretagne, à l'horizon 2020, ça représentera 300 ou 400 mégawatts. Ça doit représenter quelque chose d'à peu près identique sur la région Pays de Loire. Alors c'est pareil, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas un moyen de production. Il faut, entre guillemets, tout faire. On ne peut pas avoir que de l'ENR, je vous dis, parce que s'il n'y a pas de vent, pas de soleil, on ne pourra pas produire. Et c'est un mix de tout, avec des moyens conventionnels, des moyens des énergies renouvelables, et tout ce qui se développe. Et je vous ai donné les chiffres. L'éolien terrestre qui commence à être significatif, c'est plus 50% en une seule année. Donc il faut que ça se développe. Il y aura toujours des moyens conventionnels à côté pour faire cet équilibre. Bon, les énergies que vous évoquez, ça sera les énergies qui sans doute suivront, quoi. Oui. Oui. Quand on regarde votre courbe, là, on est sur un rythme de doublement de la consommation sur 30 ans. Donc c'est énorme. Hein. Ah ben c'est énorme. Juste que tout ce qui est bleu, c'est de la réalisation. Voilà. Après, c'est la prévision. Bon, donc on arrive à un doublement sur 30 ans. Oui. Comment on fait pour assurer ce besoin qui va tendanciel, qui va certainement se prolonger, bon, même si on fait des efforts de consommation, comment on fait pour produire de l'électricité sans avoir recours au nucléaire, en complément de nucléaire? Parce que malgré toutes les sources que vous venez de citer, je me demande comment on y arrivera. Alors, il y en a qui ne sont pas de ma responsabilité. Je peux parler en tant que Didier Bény, citoyen, mais pas en tant que directeur de RTE. Ce que je peux vous dire, regardez quand même, quand vous regardez la courbe verte, on prend moins d'un térawattheure sur 10 ans, on casse le rythme quand même. Hein. On casse le rythme de l'augmentation. Donc je prends, et d'ailleurs on commence à le voir, la première des sources, c'est essayer de limiter cette augmentation. On peut augmenter la population, mais si on consomme moins par habitant, ça va quand même freiner un petit peu. Et je vous parlais tout à l'heure des normes basse consommation. On a vu d'énormes efforts déjà sur tous les appareils électriques, vous savez, les classes A, B, C, ils consomment beaucoup moins d'énergie que par le passé. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, quelle source de production? Quand vous regardez, alors je dois l'avoir, justement, ça va servir. Voilà, vous avez le niveau France. Le niveau France,
On est à peu près pas tout à fait 480, vous voyez 2010, entre 480 et 500. On se projette à l'horizon 2020. Alors si on prend le scénario de référence, on va se trouver à 530 TWh. Donc ça fait une trentaine de TWh en plus à faire, cette production d'électricité. Elle sera faite essentiellement par les énergies renouvelables. Le parc nucléaire, d'ici à 2020-2025, il y a Flamanville qui est en construction. Il y a peut-être Panly derrière qui va se faire. Enfin ça, je vous parle avant Fukushima et avant tout décision. D'abord, c'est pas moi qui vais décider. Mais ce qu'il y avait dans les cartons, c'était ça. Et donc il y avait quelques centrales en construction. La vraie question va se poser quand il va falloir renouveler le parc nucléaire. Et là, on fera ou on fera pas, quoi. Là, les centrales sont parties pour avoir une durée de vie de l'ordre de 45 à 50 ans. La plus ancienne, j'ai lu la presse comme vous aussi, c'est 70, Fessenheim, fait ça 60. Elle doit approcher des 40 ans. Donc la question se posera d'ici 15 à 20 ans, quand les centrales vont commencer à vieillir et qu'il va falloir penser à leur renouvellement. Et c'est là que le choix se fera, je pense. Actuellement, pour les 15-20 prochaines années, avec tout ce qui arrive sur le réseau, on a de quoi alimenter. Alors bien sûr, il ne faudrait pas qu'on parte sur le scénario, mais je pense qu'on n'y sera pas. Et deuxièmement, après, vous avez vu, on sait faire du développement de réseau pour permettre aussi l'alimentation de l'ensemble, des consommateurs. Donc la question se posera, je pense, et ça sera un choix plus politique à ce moment-là, au-delà de l'horizon 2025-2030. Mais pour l'instant, on sait faire pour les 15 à 20 prochaines années. Mais le solaire et l'éolien sont aléatoires. Donc oui. Il faut avoir des centrales qui démarrent rapidement. Alors, il faut que je vous dise quand même, pour être honnête, quand moi je parle, je suis régional, je parle de la région. Sur la Bretagne, je ne vous ai pas pris les cours parce que je vous ai assez abreuvé de chiffres, mais sur la Bretagne, parce que ça c'est une région que je suis un peu plus particulièrement d'un point de vue exploitation. Quand vous regardez toutes les éoliennes en Bretagne, on peut varier. Le plus petit pourcentage était de l'ordre de 1%. C'est-à-dire j'avais 600 MW, j'avais 6 MW de production. Ça c'est le plus faible que j'ai eu. Et le plus fort que j'ai eu, c'était de l'ordre de 480 MW, ce qui devait faire à peu près 80%. Le vent était régulier, c'est tout ça, donc j'étais à 80% de la capacité maximum. Donc sur une région, on peut varier de 0 à 80%, je l'ai constaté sur l'année 2010. Maintenant, quand vous regardez sur la France, entre le vent de la Bretagne ou de la Loire-Atlantique qui vient d'un vent d'ouest, entre la Tramontane, le Mistral, les vents du Nord et tout ça, on a fait des statistiques sur l'année 2010, on descend jamais en dessous de 30% de la puissance installée. Donc on est à peu près sûr qu'on aura quand même toujours, quel que soit l'endroit en France, de l'ordre de 30% de la capacité installée en termes de production. Et comme on est interconnecté au niveau de la France, que le courant soit produit dans le nord, dans l'ouest ou dans le sud, de toute façon, ce courant il circule et on peut alimenter l'ensemble. Donc oui, c'est vrai, c'est une production aléatoire. Alors, ça, c'est vrai aussi pour le solaire, parce qu'il peut y avoir du soleil en Bretagne et pas en avoir dans le sud ou inversement. C'est souvent des fois le plus souvent le contraire, mais bon, ça peut se produire. On sait qu'on peut tabler sur une production minimale. Et donc, avec les moyens de production disponibles, même pendant l'hiver où il a fait très froid, on a dépassé le pic de consommation cet hiver, là, en décembre, on avait encore des centrales qui étaient disponibles à l'arrêt. Donc on avait encore des moyens de production. Philippe parlait tout à l'heure des risques. On n'a pas de risque particulier au niveau France. On a suffisamment de moyens de production. On est interconnecté. On peut importer jusqu'à 8000, 9000 mégawatts parce que des fois, il fait plus froid en France, il fait moins froid dans d'autres régions. Donc on peut utiliser aussi les capacités d'exportation ou d'importation. Et il nous restait encore des moyens disponibles. Donc je pense que pour les 15 à 20 prochaines années, il n'y a pas trop de difficultés, sauf si vraiment il faisait moins 30, des conditions extrêmes. La question se posera surtout quand il faudra renouveler derrière. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions. Il y en a une qui se rapproche de celle-ci. Déjà, merci pour cette présentation qui était très intéressante. Un des objectifs du Grenelle, c'était une réduction de la consommation de l'énergie en France de 20% d'ici 2020. Alors, par rapport à vos derniers graphiques, ça m'inquiète un peu. Non, et la deuxième question, la deuxième question concernait aussi les boîtiers Voltalis, ces boîtiers d'effacement d'énergie qui produisent des mégawatts. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un avenir ? Alors je vais répondre à la deuxième. Alors là, je vais répondre à la première. On va d'ailleurs on n'a pas dit qu'on allait baisser de 20% la consommation en France. C'est l'efficacité qui allait être améliorée de 20%. On ne peut pas baisser la consommation. Vous avez les courbes France, on ne baissera jamais de 20%. Alors je ne sais pas le chiffre exact, on parle des 3 fois 20. Vous avez le chiffre ? Ah bon, pardon, excusez-moi. Oui. Moins 20% de CO2, 23% c'est de production à partir des ENR, voilà. Mais la conso, c'est c'est les pas... 3,20. C'est pas de la consommation électrique. Et le troisième 20, je sais.
Oui, mais je pense que monsieur parlait aussi en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas électrique. Et là, on est sur des courbes essentiellement électriques. Mais effectivement, le Grenelle prévoit un transfert fort des énergies fossiles vers l'électrique, qui est quand même globalement une énergie qui est moins émettrice de gaz à effet de serre. Et ça, dans les courbes maîtrise de la demande, ce que vous avez vu renforcer, vous intégrez quand même un gros transfert des énergies classiques type fossile, enfin à énergie primaire fossile, vers l'électrique. Les 3,20 sont une réduction de la consommation d'énergie primaire de 20%. Si on fait un transfert vers l'électricité, on consomme toujours autant, voire plus, puisqu'il y a un rendement. Donc c'est pour ça que je pense que... Ça, c'est le deuxième objectif. Oui, mais ce qu'on essaye de voir, et c'est pour ça qu'on mène des actions, parce que à la limite, c'est aussi important de mieux consommer, pour ne pas dire de moins consommer, c'est aussi... Et toutes les actions qui peuvent être menées pour baisser ou de maîtriser cette demande d'énergie, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a rencontré les élus, souvent ils nous demandent, aidez-nous, éclairez-nous, où on peut mettre, si on a des investissements à faire, où on les fait, quoi. Qu'est-ce qui va rapporter? Pour répondre à votre deuxième question sur Voltalis. Alors Voltalis, pour ceux qui ne connaissent pas, on installe un boîtier chez un particulier qui se met juste en dessous du compteur sur les départs essentiellement de chauffage. Je crois qu'il y a uniquement sur du chauffage. Et quand... alors il existe un marché au niveau national qui s'appelle le marché d'ajustement. La société Voltalis propose un prix au niveau de l'ajustement France et il peut être soit intéressant de monter de la production, soit de baisser la consommation. Et en fonction du prix qu'il propose, des fois il est retenu et on baisse la consommation. Donc il envoie un signal chez tous ceux qui sont équipés du boîtier et ça coupe du chauffage pendant une demi-heure à peu près. Pourquoi une demi-heure? Parce qu'au-delà, vous commencez à ressentir d'un point de vue confort, la température baisse et puis les particuliers ne sont pas prêts parce qu'il ne gagne rien, le particulier. Hein. Enfin, il peut gagner s'il consomme moins d'électricité, mais il n'est pas rémunéré par rapport à ça. C'est l'opérateur qui est rémunéré sur le mécanisme d'ajustement. C'est qu'un truc que de pointe. Il peut fonctionner pas que sur la pointe. Mais essentiellement fait. Oui, alors j'ai regardé, justement, j'avais regardé la semaine dernière, il fait des propositions et c'est en fonction du prix qu'il propose, quoi, si vous voulez. Donc il faut qu'il s'y retrouve aussi économiquement, l'opérateur, sinon il ne va pas perdre de l'argent en en installant ses boîtiers. Donc c'est un moyen aussi pour maîtriser. Alors ça, c'est le moyen, j'allais dire, brutal, on envoie un signal, on coupe et tout ça. La connaissance aussi de permettre directement aux consommateurs, ce qu'évoquait Patrick Dubois tout à l'heure, à partir des consommateurs où vous savez votre consommation, que ce soit de chauffage et tout ça, vous permettra de dire bon, je baisse pour moins consommer, sauf que ça peut se faire de manière automatique ou chacun peut le faire chez soi en disant je vais limiter ma consommation d'électricité en pointe ou à tout moment, j'allais dire. Donc oui, ça se développe. Ça restera de toute façon marginal. Là, actuellement, on est de l'ordre pour la France. Il y a 15 jours, on était de l'ordre de 14 à 15 mégawatts pour une consommation qui doit faire 60 000 mégawatts et c'est effacé pendant une demi-heure. Donc après, il faut regarder aussi les contraintes. Est-ce que je démarre une centrale pour 3-4 heures parce que ma pointe, elle dure 3-4 heures, parce que si j'efface une demi-heure, si je veux effacer 4 heures, il faudra que j'efface plusieurs fois une demi-heure, donc j'aurai encore moins de puissance à effacer. Donc c'est une optimisation à faire. Alors oui, c'est une possibilité. Il faudra voir dans le futur comment ça va pouvoir se développer. Est-ce que ça sera le seul moyen? Est-ce qu'il y aura d'autres moyens un peu plus liés? C'est-à-dire, on parlait des réseaux intelligents qui permettront d'avoir une approche un peu plus fine au niveau de la consommation et des effacements de consommation. Oui, alors donc moi je voudrais parler donc du transport de l'électricité, c'est votre métier. Oui. Alors cette grande toile d'araignée qui traverse la France de long en large, il y a de la perte d'énergie qui se produit tous les jours sur des milliers de kilomètres. Est-ce qu'on peut quantifier la quantité d'énergie perdue? Et donc là, on en revient produire au plus près des sources. Voilà la question. Je vais vous répondre. 2,3% de la consommation qui est perdue par effet Joule, par effet chaleur sur le réseau de transport électricité. Et alors après, oui, on fait des investissements aussi où... Quand on regarde tout à l'heure, vous verrez, si vous lisez un peu la presse, sur le pacte électrique breton, il est prévu aussi de construire une centrale complètement à l'ouest, parce que sinon il faut transporter sur 300 km l'énergie et ça fait des pertes supplémentaires. Surtout que les pertes, à RTE, je ne l'ai pas dit, mais RTE doit acheter ces pertes, c'est-à-dire on achète de l'électricité pour compenser ces pertes. Et ça nous coûte, je ne sais pas, on devrait savoir, quelques centaines de millions d'euros. Le chiffre exact, je ne l'ai plus, ça doit être 400-500 millions d'euros, je crois. Combien ? 750, tout augmente. Donc 750 en 2010, donc ça coûte très cher effectivement. Et donc c'est toujours même chose, il faut faire un calcul économique entre je construis une ligne ou je produis sur place ou j'amène de l'énergie. Alors si vous avez de l'énergie pas chère, vous en perdez 2,5% en route.
faut regarder si votre énergie est à produire ailleurs et coûte 10% plus cher, ça vaut pas le coup. Si elle vaut le même prix, ça vaut le coup. Donc c'est un calcul. Parce qu'il y a eu le phénomène des éoliennes, qu'on voulait regrouper des fermes éoliennes immenses dans certains endroits de France pour pas défigurer. Et voilà le problème. Oui. Je crois qu'il y en a un parc comme ça immense, et puis parce qu'il n'y a personne qui habite autour, il n'y a pas de contestation. Oui, alors c'est un peu aussi la définition de ce que j'appelais tout à l'heure les ZDE, les zones de développement éolien, pour éviter du mitage et d'en avoir un peu partout. On concentre. Alors, est-ce que c'est un bien ou mal? Ça, chacun voit midi à sa porte, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est au moins ce qui était défini pour ne pas en avoir partout. Alors après, ça n'empêchera pas qu'il y aura sans doute des oppositions. Et on les voit. Moi, j'ai été à un colloque il n'y a pas longtemps. Il y avait plus de questions contre l'éolien terrestre que pour. Parce que les gens disent, mais moi, attendez, je commence à être entouré d'éoliennes, ça fait du bruit, ça coupe des signaux. Enfin, je ne sais pas tout ce qui a pu être dit. Bon, il faudra aussi, comme vous dites, c'est vrai, l'accepter. Là, je vous ai dit, on multiplie par 3 quand même. Donc, il y en a pas beaucoup, ça dépend où vous vous baladez. Mais quand vous prenez l'autoroute ou le train pour aller à Paris, vous voyez, il y en a un paquet quand même d'éoliennes le long de la voie ferrée. Oui, monsieur, je voulais vous parler de l'éolien en mer, comme vous nous avez parlé tout à l'heure. Avez-vous les accords des pêcheurs? Parce que je pense que sur la partie Vendée, il n'en est pas question. Les pêcheurs sont très remontés contre cette installation future. Vous avez dû en entendre parler, on le voit assez souvent. J'ai tout entendu. Voilà, donc ça, je crois que ce côté-là, c'est pas... Puis il y a une autre chose dont vous n'avez pas parlé, et ça c'est très important, c'est après l'utilisation des éoliennes, qu'est-ce qu'on va faire de ces machines? Comment on va les détruire? Les démonter les socles bétonnés qui seront au fond de la mer. Vous serez obligé de les détruire un jour ou l'autre. Et tout ça, ça coûte très, très cher. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez inclus dans votre installation de départ ou est-ce que vous n'en parlez pas et un jour, celui qui viendra à ce moment-là démolira, quoi? Alors, comme le rappelait monsieur, moi, mon métier, c'est de transporter l'électricité. Mais j'ai discuté avec des opérateurs et c'est quand ils font le calcul et ça coûte, je vous ai dit, 3,5 millions du mégawatt. Le parc qui va être mis à Saint-Nazaire, le parc le plus proche, s'il fait 500 mégawatts, ça va coûter 1,7 milliard. Dans ce 1,7 milliard, il y a le raccordement électrique et ça coûte cher parce qu'il y a 40 km de sous-marin, plus 30 ou 40 km souterrain pour aller chercher un poste et tout ça. Donc ça coûte. Après, il y a les machines, après, il y a les mâts, après, il y a la maintenance et après, il y a la partie démontage et remise. Alors, oui, c'est pris. Alors, ce qu'ils font exactement, il faudrait demander à un opérateur d'éoliennes en mer, mais ce qui est prévu, c'est que le démontage est prévu dans le prix complet, et il faut parce que le contrat d'achat il est sur 20 ans, il faut que dans les 20 ans, ils aient amorti le matériel, qu'ils aient fait sans doute un peu d'argent, sinon ils ne viendront pas, et que le démontage soit inclus à la fin de la période de vie de ces centrales en mer, de ces éoliennes en mer. Oui, j'ai une question sur la tempête de 99, oui. Où il y a eu quand même un effondrement de système. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais ça a été quand même un sacré problème. Oui. Comment ça peut se reproduire demain? Comment vous avez prévu de faire face? C'est une bonne question. Alors, suite à 99, il y a un retour d'expérience qui a été fait et l'État nous a demandé de modifier nos hypothèses de résistance au vent. On avait des pylônes qui étaient capables de résister à des vitesses de vent de l'ordre de 150-160 km/h. Et donc, ce qu'on nous a demandé, c'est de réfléchir et que chaque poste soit sécurisé par une ligne qui tienne des vents de 180 à 200 km/h. Et donc, on a commencé un programme, je dis commencé parce qu'il n'est pas fini, on a commencé en 2002, il y en avait pour 15 ans. 15 ans, pas loin de, je vais dire des bêtises, combien de milliards d'euros? Ça doit être 1,5 milliard à 2 milliards d'euros. Pour les 15 ans à venir, pour que chaque poste soit alimenté par une sécurisée. Alors, ça veut dire quoi, être alimenté par une ligne sécurisée? C'est premièrement pour éviter les effets dominos, ce qu'on avait constaté en 99, tous les 10 pylônes, on va mettre un pylône renforcé avec des fondations renforcées, avec des connières renforcées, pour éviter cet effet domino et château de cartes. Pourquoi tous les 10 pylônes? Parce qu'on a acheté des liaisons, des rallonges, si vous voulez, et si jamais il y a des lignes au milieu, des pylônes qui tombent, on vient mettre une rallonge, on a de quoi tenir entre deux pylônes, on a racheté 7 lignes comme ça, à 400 000 volts, qu'on est capable de déployer en 5 jours. Et on contourne, si vous voulez, les pylônes qui sont tombés et on se réalimente. Ça, c'est la deuxième chose. Et donc, à l'horizon 2017, tous les postes auront au moins une ligne sécurisée pour ne pas se retrouver dans la situation de 99. Et donc, on tient le programme, là. On a fait le point fin 2010. On aura fini en 2017. Et donc là, on sera capable de tenir les vents tels qu'on les a connus en 99. Alors c'est sûr, si vous mettez des ouragans à 300 km/h, comme ils ont pu connaître type Katrina et tout ça, mais ce n'est pas la région non plus, on s'est mis dans des périodes de vent avec une probabilité, c'était
Là, on était tous les 100 ans, la période de vent telle qu'on l'a vécue en vent, et là, on serait tous les 1000 ans. Donc, ça ne concerne que la très haute tension. Exact. Après, il y a les réseaux de distribution. Alors, mon collègue, il est parti, là, le réseau de distribution. Alors, la différence, c'est que même si nous, on y vient petit à petit, parce que la technologie a avancé, on commence à faire de plus. Je vous ai montré tout à l'heure pour la Loire-Atlantique, on met de la technique 63 000 en souterrain. On commence à mettre du 220 000 en souterrain. Ça coûte beaucoup plus cher. Ce câble-là, c'est un peu plus d'1 million d'euros du kilomètre quand vous le mettez. La liaison qu'on va construire en Vendée, elle fait 42 km. Rien que la liaison, c'est 45 millions d'euros. Par rapport à la ligne aérienne, c'est 2 fois le prix. Mais non, maintenant, avant il y avait des câbles à huile, maintenant c'est des câbles secs. C'est les mêmes câbles que vous avez chez vous, sauf que l'isolant est un peu plus gros. Et c'est mis 1 mètre de profondeur, ça fait une tranchée de 60 cm de large. Et vous mettez ça alors ou sur du béton, mais même pas quand vous passez en plein champ, c'est un lit de sable. Et vous posez ça dessus et il n'y a pas de problème. Et donc on commence à en mettre, j'allais dire, un peu plus pour les gros projets de 920 000. Nos collègues de distribution, tous leurs nouveaux projets, ils sont en souterrain. Parce que quand vous regardez la tempête de 99, même quand il y a eu Xintia qui n'est pas si vieux que ça, notre réseau, il a tenu parce qu'on avait déjà bien avancé en termes de sécurisation. Les postes de la distribution ont été réalimentés en moins de 24 heures. Du coup, en 99, les plus longs avaient mis plus de 3 semaines à être alimentés. Et on a constaté 2 choses, c'est les chutes d'arbres, parce qu'il y a des arbres qui peuvent voler ou des branches d'arbres. Et sur des petites lignes à 20 000, là, les conducteurs, ils ne tiennent pas. Et ce qu'on n'avait pas constaté, c'est des inondations de postes, parce que, Xintia, c'est plus un problème d'inondation même que de vent qu'on a pu rencontrer. Et il y a des postes qui ont été inondés. Et donc là, il faudra sans doute aussi revoir, parce que c'est une hypothèse qui n'a pas été prise, soit à surélever, soit à mettre des étanchéités pour ne pas se retrouver dans les mêmes conditions, quoi. Donc, oui, nos collègues de distribution, parce que ça coûte moins cher de toute façon, maintenant, tous les nouveaux ouvrages se font du 20 000 jusqu'au... Alors 220 volts, je ne vous parle pas, même dans les villes et tout ça, c'est du torsadé ou du souterrain. Le font au souterrain quasiment, quoi. Bonsoir, Emmanuel de Philippe. Je voudrais aborder l'exportation. Tout à l'heure, l'exportation. Tout à l'heure, vous en avez un peu parlé. Je crois savoir que la France est l'un des plus gros producteurs mondiaux d'électricité. Est-ce qu'à terme, la France envisagerait d'être justement le fournisseur de pays qui seraient en peine de production d'électricité? Et est-ce qu'il pourrait y avoir, à l'instar de l'OPEC, une OPE? Alors, il y a plusieurs questions. On n'est pas le plus gros producteur ou consommateur d'électricité. Si vous prenez la Chine, l'Inde et tout ça, c'est... Voilà, et la Chine aussi. Alors nous, on fait un peu plus de 500 TWh. Les Allemands sont en dessous. Les Anglais sont un peu en dessous de nous pour des populations. Les Allemands, ils sont un peu plus nombreux que nous. Mais on est un des gros producteurs au niveau européen. On va se limiter au niveau européen, c'est déjà ça. Et en termes d'exportation, moi j'ai connu, quand je suis rentré à EDF, on faisait presque 70-80 TWh d'exportation. On est descendu à une trentaine de TWh. Donc on exporte moins que par le passé. Alors parce qu'il y a eu des ajustements de parc. À un moment, c'est vrai que le parc nucléaire français s'est construit, les décisions. La conso a peut-être pas été aussi importante en termes d'augmentation, donc on a pu exporter. Ça s'est quand même bien réduit. Et ce qui a énormément changé, c'est qu'on exportait toute l'année. Maintenant, on voit, il y a des jours on importe, des jours on exporte. Et ça dépend vraiment des conditions du marché. Si vous pouvez trouver l'énergie en Allemagne à 50 et que vous produisez en France à 60 ou à 70, pourquoi produire à 70? Vous achetez à 50. Et donc vous importez. C'est pas un problème, c'est simplement un problème de marché. Donc il existe une bourse d'électricité. Alors c'est pas l'OPEP ou tout ça, mais il existe une bourse d'électricité, comme il y a une bourse du pétrole, comme il y a une bourse du cacao. Il existe une bourse d'électricité et ces échanges se font au jour le jour. Et alors la France, globalement, sur une année, alors j'ai pas le chiffre, mais on doit de l'ordre d'une trentaine de TWh, je dirais, et on n'a pas vocation à aller alimenter l'ensemble des pays. De toute façon, on n'en a pas capacité. Et puis un deuxième point purement technique, France, maximum de consommation 90 000 MW. Nos lignes d'exportation, et si on calcule bien, on ne peut pas exporter plus de 10 000 à 11 000 MW. Donc techniquement, de toute façon, on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin. Dernier point, si on se projette à l'horizon, ce que l'on voit arriver au niveau du transport d'électricité, c'est 2 choses. Premièrement, des projets européens de lignes. On peut avoir des projets de lignes européennes sous-marins qui partiraient du Danemark, qui descendraient sur l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la France. On aurait un gros cap sous-marin. Puis
on connecterait, vous savez, vraiment un très très gros câble, enfin, en réalité ça serait plusieurs câbles, et vous mettez des fermes éoliennes en mer, et puis vous raccordez, puis ça se dispatche comme ça au niveau européen. Et le deuxième grand projet, c'est les projets, vous avez peut-être vu ça dans la presse aussi, c'est des panneaux photovoltaïques dans le désert, au niveau de l'Afrique ou de l'Afrique du Nord, avec des gros câbles, où il y a du soleil quasiment tout le temps, où on pourrait injecter. Et là, c'est pareil, ça permettrait aussi un développement des réseaux, parce qu'il faudrait la production qui se trouverait en Afrique avec de la consommation qui se trouverait en Europe et de réinjecter toute cette énergie en Europe, quoi. Donc ça, c'est en réseau les deux grands projets, mais là, on est à l'horizon 2025-2030. Puis ça coûte des sommes. Moi, j'ai suivi plus le réseau parce que c'est lié à l'offshore. Le réseau, le ring, comme ils appellent au niveau sous-marin, c'est 20 milliards d'euros. Il faut trouver les financements, hein. C'est ça aussi. Il ne suffit pas de dire, tiens, je veux faire ça. Il faut un petit peu d'argent aussi pour pouvoir construire tout ça, quoi. Certains particuliers revendent du courant à l'EDF. Nous avions visité il y a quelques années les maraîchers, l'ensemble des maraîchers de Nantes, qui nous avaient dit qu'ils avaient à certains moments de l'année une grosse production. Qu'est-ce que ça peut représenter ? Alors c'est pareil, c'est encore une source d'énergie qu'il ne faut pas négliger, que ce soit les maraîchers en Bretagne, il y a tout ce qui est à partir de fientes de poulet, lisier de porc, essayer de produire de l'électricité. Alors c'est des tarifs d'achat en termes de cogénération qui étaient plutôt pour l'hiver. Et donc ils revendaient, ils faisaient surtout de la chaleur. Alors pour leurs propres besoins, l'excédent de chaleur, ils produisaient l'électricité et ils le revendaient à EDF. Donc ça, ce sont encore des dispositions qui existent. Il y a la CRE, la commission de régulation, qui va lancer un nouvel appel d'offres pour du biogaz. Pareil. Donc il y a des niches, entre guillemets. Alors, encore une fois, je veux dire, c'est plein de petites choses, il faut toutes les faire. Quand on les cumule, ça commence à faire quelque chose d'assez important. Globalement, quand on parle que ces tarifs ou tous ces modes de production, ça reste quand même des petits volumes. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se cacher non plus la face. C'est tout ça, vous le verrez sur votre facture, c'est subventionné, c'est du tarif d'achat, c'est des tarifs d'achat. Je vous ai dit, votre courant, vous l'achetez, allez, l'équivalent de 50 € du mégawattheure. Où il faudrait partir en centimes du kilowattheure, mais j'ai plus l'habitude de parler en euros du mégawattheure, à peu près 50. L'éolien, je vous ai dit, ça 80. L'éolien offshore, 150. L'écogénération, ça dépend les prix, ça peut varier dans les mêmes eaux. Le photovoltaïque, 350, 400 € du mégawattheure. Donc à partir du moment où vous rajoutez toujours ces possibilités, alors c'est bien, ça permet de développer des filières, ça fait l'énergie renouvelable. Il faut savoir jusqu'à quel équilibre économique on peut le faire, quoi. Et il y a des discussions quand vous voyez les augmentations, enfin là je parle, encore une fois j'ai lu la presse, les augmentations du tarif d'électricité, il y a une partie qui dans le futur, pas actuellement, mais dans le futur va être liée au développement de ces énergies renouvelables parce que ça coûte plus cher à produire que le prix que vous l'achetez, quoi. Donc ça c'est valable pour une petite partie de l'énergie. On ne pourrait pas faire ça pour une gros volume, sinon l'électricité serait multipliée par 2 ou par 3, ce qui est impensable. Oui, bonjour. Yves Gouriten, Nantes Métropole. Vous avez insisté à juste titre sur votre logique de transporteur d'énergie à haute tension. Et quelque part, je me dis, je suppose que vos coûts sont notamment liés au processus d'injection de puissance nouvelle ou de soutirage de puissance. C'est-à-dire que si par exemple, je suppose qu'un parc éolien, comme vous dites, s'il est situé ici ou il est situé là, c'est pas tout à fait pour vous complètement neutre. Or, il se trouve que les collectivités locales ont un rôle important à la fois dans ces deux paramètres, c'est-à-dire que à la fois elles déterminent des ZDE par exemple, et puis elles peuvent avoir une politique énergétique visant via les réseaux de chaleur, enfin, etc., à diminuer par exemple les demandes de puissance. Donc, je voulais savoir s'il existe des idées de partenariat entre deux partenaires qui ont a priori un objectif identique, les collectivités et RTE. Sur le développement de réseau, vous voulez dire ? Alors, non, il faut sur un partenariat financier, parce qu'en gros, des efforts qui seraient faits par une collectivité pour contribuer, par exemple, à diminuer des appels de puissance, quelque part, pour vous, ça peut être intéressant pour vous, je suppose. Oui, mais donc il faudrait regarder des cas donc, précis. Didier, la question, c'est comment tu rémunères une collectivité pour les économies qu'elle réalise. En fait, c'est ça la question. Généralement, c'est plutôt nous qui investissons et tout ça. Donc, il faudrait regarder un cas particulier. Juste pour vous préciser, quand on parle de l'éolien offshore, je prends le cas de Saint-Nazaire ou le cas de la Vendée, c'est le producteur qui va raccorder, qui va payer la liaison. C'est pas la collectivité, c'est pas RTE, c'est dans son business plan. Il va dire, ça me coûte, alors je vous dis, c'est 100 millions d'euros, par exemple, le raccordement de Saint-Nazaire ou 120 millions d'euros.
plus la construction. Et ça, c'est une obligation. D'ailleurs, c'est une centrale nucléaire, il faut la raccorder, c'est le même prix. Vous mettez Montoire de Bretagne, il a payé son raccordement. Quel que soit le producteur, c'est lui qui paye son raccordement. Maintenant, on nous a demandé aussi, parce que vous parlez des ZDE, alors j'ai dû le mettre dans un des transparents, mais je suis passé assez vite, pour pouvoir accueillir cette énergie, ces énergies nouvelles, ces énergies renouvelables, il faut qu'on développe du réseau, parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut qu'on puisse évacuer cette énergie. RTE a fait le calcul, et l'État nous a demandé, on va investir 1,5 milliard d'euros pour développer notre réseau et accueillir ces énergies renouvelables. Donc, et puis ça, c'est ni les collectivités, et RTE développe son réseau pour accueillir, parce que bien sûr, c'est notre mission de service public et c'est l'État qui nous a demandé de le faire. Donc ça, c'est le deuxième point. On développe notre réseau pour pouvoir accueillir. Et troisième point, sur les ZDE, ce que l'on fait, et on travaille alors avec les collectivités, mais on travaille aussi avec les services de l'État. Ces ZDE, on ne les fait pas n'importe où parce qu'on dit, bon, ok, il y a un terrain, il n'y a pas d'habitants, je peux en mettre plus parce que c'est assez désert comme secteur. Sauf que si votre poste électrique il a 30 km et que vous mettez des éoliennes et qu'il faut tirer des câbles, ça ne marchera pas. Donc on travaille en fonction des postes disponibles, voire du développement de réseau, de pouvoir accueillir à la fois pour limiter quand même les constructions d'ouvrages. Bon, d'abord ça coûte de l'argent. Alors maintenant je vous dis c'est essentiellement souterrain, donc en termes de pollution visuelle ça se voit pas trop, mais de limiter, j'allais dire, les constructions d'ouvrages liées à ces accueils d'énergie renouvelable. Alors après il peut y avoir des cas de figure, on l'a fait généralement. Ce qu'on peut voir, c'est quand il y a du développement d'une région, on dit, bah, tiens, on voudrait une zone qui va se développer dans 10-15 ans, il faudrait installer un poste, il faudrait un raccordement, et là, on peut discuter. Mais par rapport à tout ce qui est production et tout ça, il n'y a pas d'exemple actuellement. C'est comment dire, c'est pas cumulé, mais c'est... oui, globalisé, voilà, c'est ça. Et sur la demande, ça joue quoi ? Pour l'instant, la demande, on nous a posé la question, vous pourriez faire des effacements, ça vous éviterait de construire du réseau de la production, sauf que ce n'est pas nous qui faisons de la production, donc on ne peut pas financer, parce que la difficulté, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que vous le voyez sur votre facture, vous avez dans votre facture 3 lignes. Il y a votre fournisseur, alors c'est EDF, c'est GDF, c'est qui vous voulez. Vous avez une ligne pour le transport, ça c'est nous, ça coûte à peu près 7,5 € du mégawattheure. Et vous avez mon collègue de la distribution pour son réseau, l'utilisation de son réseau. C'est comme quand vous prenez l'autoroute, vous prenez un ticket pour utiliser l'autoroute et vous avez n'importe quelle pompe. Là, vous prenez un ticket pour prendre le réseau et vous payez alors à moi et puis à mon collègue de la distribution. Ça représente 50% de votre facture. Et les autres 50%, c'est le fournisseur d'énergie. Plus l'impôt pour le développement. Ah, plus les taxes. Oui, ça, je ne vais pas parler de ça. C'est un impôt pour le développement des renouvelables. Ah oui, c'est la CSPE, c'est la dernière ligne qui est tout en bas. La contribution du service public de l'électricité. Oui, bonsoir. J'ai une question. Vous avez parlé très rapidement, je crois, de la voiture électrique. Oui. Et est-ce que ça rentre déjà dans les projections en 2020, 2025 ? Oui, j'ai montré des courbes tout à l'heure, oui. Oui, et dans quelle proportion ? Et est-ce que ça se traduit par justement ce dont on parlait tout à l'heure, un transfert des énergies fossiles vers l'énergie électrique ? Alors, pour répondre à votre question, oui, on les intègre. Là, on a deux scénarios. Un scénario de référence et un scénario si jamais vraiment on demandait de réduire, on a parlé tout à l'heure de la réduction des 20% d'énergie primaire, énergie fossile. S'il faut aller plus loin, il faudrait développer plus de voitures électriques. Alors, il y a déjà des dispositions et les services publics qui sont mis à contribution pour acheter EDF, La Poste, tout ça, c'est 50 000 voitures électriques qui vont acheter. Pour essayer, c'est la même chose. Il faut développer une filière pour que... Donc, oui, c'est pris en compte. Vous avez différents scénarios. Et nous, dans nos bilans, on intègre en termes de consommation d'électricité, en termes d'énergie consommée. Maintenant, on ne sait pas encore le traduire parce que les décisions n'ont pas été prises sur la forme de charge. Quand est-ce qu'elle va être consommée ? On sait que globalement, on va consommer à l'horizon 2020-2025 entre 4 et 10 TWh. Mais maintenant, comment elle va être consommée ? Ça va dépendre des décisions politiques. Je vous ai dit, le plus simple, c'est de dire chacun fait ce qu'il veut. Vous prenez l'essence quand vous voulez, vous rentrez chez vous, hop, vous mettez votre prise et vous la rechargez. Parce que dans 2 heures, vous repartez, vous allez au restaurant, vous allez au cinéma, il n'y a plus d'électricité, vous rechargez. Après, ça peut être de dire, oui, je vais recharger, mais je vais passer à la pompe. Enfin, à la pompe, ça ne s'appelle pas une pompe, mais je ne sais pas, à l'équivalent d'une pompe électrique. Et vous, à la station, oui. Vous prenez votre batterie, vous la changez, ça prendra 3 minutes. Et la batterie, ça rechargée plus tard. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les projections, mais surtout, et ce qu'on attend, c'est comment ça va être géré, ces véhicules électriques. Et là, c'est un gros enjeu parce que ça n'aura pas le même coût. Et ça nécessitera du développement de réseau, des moyens de production aussi, parce que si ça se rajoute sur la pointe,
il va falloir pouvoir encaisser ça. Donc, il y a des choix importants, mais après, c'est le confort. Est-ce qu'on est prêt à devoir aller? Est-ce qu'on préférerait pas arriver chez soi, de recharger? Est-ce qu'il y aura des prises qui fonctionneront que la nuit? Vous pourrez recharger que la nuit. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, et ça, c'est des choix politiques, et nous, on s'adaptera. Donc, en volume, on sait le déterminer. Maintenant, c'est sur la forme où on attend les décisions. Moi, je voulais vous poser une question après les événements du Japon. Nécessairement, ces événements vont entraîner un débat de société. Et le problème du nucléaire va venir dans la campagne électorale de manière très forte. Dans votre hypothèse, si on décide de sortir du nucléaire, ça peut se faire en combien de temps? Ah, mais ça, bien malin, celui qui aujourd'hui est capable de donner la question des politiques, le résultat des courses. Il faut combien de temps pour mettre en route parce que, disons par exemple, ce qui ne me paraît pas tout à fait impossible, que l'EPR de Flamanville ne soit pas terminé. Il va se terminer celui-là. Il y a 3 ça, c'est milliards vous qui le d'euros. dites. Alors, Ça, c'est vous qui le dites. Hein, il y a tellement de milliards d'euros qui ont été dépensés. Oui, il y a bien le Rafale, il y a bien eu, etc. Là, on doit être à 4 milliards ou 4 milliards et demi d'euros. Donc, oui, alors, ça bien. Prenons l'hypothèse, si vous voulez. Moi, ça me paraît pas une hypothèse à exclure. Hein. Avec la campagne électorale et de la surenchère, c'est pas garanti. Je sais pas. Alors, admettons que ça ne se fasse pas. Mais même admettons que ça se fasse, ça me dérange pas. Je veux dire, on peut prendre hypothèse, quoi. Non, se faire, ça vous l'avez prévu. Mais que ça ne se fasse pas. La centrale, d'accord. Bon, ça veut dire qu'il faut combien de centrales à charbon à côté? Il faut 3 ou 4 grosses thermiques. Hein. C'est en puissance identique. La centrale, elle fait 1600 MW. Il faudra 1600 MW. Et actuellement, ce qui se construit en France, je vais vous dire ce qui se construit actuellement en France, c'est du cycle combiné gaz. Oui, c'est combien, Louis? Une dizaine? Une douzaine des cycles combinés gaz? 450, donc il faudrait une dizaine. Non, il y en a une dizaine en construction. Pour un EPR, il faudrait au moins 4 cycles combinés gaz. Ça prend combien de temps? À construire? Oui. 3-4 ans. 4 ans? D'accord. 4 ans, Louis, c'est 4 ans? Oui, 4 ans. Ouais. Bon, alors à ma question quand même, admettant, sortir du nucléaire, on peut en sortir raisonnablement en combien de temps? Qu'est-ce que vous appelez? Il va y avoir des coûts, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, je ne peux pas répondre. Mais sérieusement, on ne peut pas répondre à votre question. Ça doit pouvoir se faire, mais il faudrait sur une très longue période. Parce qu'il faut pouvoir. Parce qu'attendez, il ne suffit pas de dire. Non, mais c'est pour empêcher aussi de dire n'importe quoi. Il y en a qui vont vous dire. Ceux qui disent qu'on peut tout arrêter, alors personnellement, j'y crois pas. Bon. Ça, je veux dire, arrêter d'un coup, on arrête tout le nucléaire, et on consomme moins et on met des ENR. Alors, montrez-moi un seul pays au monde qui fait ça. Montrez-moi un seul pays au monde. Est-ce qu'une trentaine d'années, une vingtaine d'années, ça paraît concevable ou pas? Mais ça sera plus que ça. La dernière centrale a été mise en service en 1986. C'est la centrale de Civaux. 86, vous comptez 40-50 ans. Donc, il y en a au moins jusqu'en 2040. Ouais, 50 ans, 36, 2036, 2040. La fin de vie, entre guillemets, donc au moins jusqu'en 2040. Donc ça fait au moins une trentaine d'années. Hein, il y aura au moins du nucléaire, au moins encore une trentaine d'années. Donc après, je ne sais pas, c'est sans doute plus de 30 ans, quoi, moi je dirais. 30 ans, pareil. Après, je ne sais pas si c'est 25, 35, 40, j'en sais rien. Mais si, alors on est bien, c'est pour répondre à votre question, les hypothèses. Mais après, c'est pas tout, parce qu'après... Donc il faudra construire d'autres centrales, parce que la consommation d'électricité, la France, elle gagne combien? 400 000 habitants chaque année. Alors je ne sais pas si ça durera non plus, mais les projections de l'INSEE, on les a jusqu'en 2030. Donc il va falloir construire des centrales, il va falloir acheter du gaz, il va falloir se construire des tuyaux de gaz, il va falloir trouver des endroits pour mettre les centrales. Essayez de mettre une centrale, à Montoire de Bretagne, on a pu la mettre. Vous lisez la presse sur celle de Brest, il commence à y avoir quelques oppositions. Oui, on en veut bien, mais pas chez nous, vous la mettez ailleurs. Donc il va falloir trouver des terrains pour construire. C'est un problème très compliqué. Hein. Je pense que... Je ne sais pas, celui qui connaît la réponse, il est très fort. Moi, je ne la connais pas. Bonsoir, de nouveau Emmanuel de Philippe. Alors, une question, peut-être que vous avez répondu, je n'écoutais pas très bien. Parlez bien près du micro. Hein, oui, excusez-moi, oui. Donc, déjà, la durée de vie d'une centrale, est-ce que c'est exact? Il y a une exactitude ou ça dépend de la centrale et de ce qu'elle est? Et la deuxième... Centrale nucléaire, vous voulez dire? Oui. Et la deuxième question, c'est donc avec ce qui s'est passé au Japon, donc il va y avoir de nouvelles normes sécuritaires suite à des audits. Est-ce que ça ne va pas venir plomber par la suite nos factures, parce que donc il va falloir payer tout ça?
Alors, la durée de vie des centrales, Fessenheim 70, donc 40 ans, on prévoit les 50, 55 ans. Ça, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui donnera. Deuxièmement, oui, il va y avoir, encore une fois, j'ai lu la presse comme vous, et puis j'ai discuté avec des collègues d'EDF, il va y avoir ce qu'ils appellent des stress tests pour pouvoir tester dans des conditions qu'on n'avait pas prévues, la Loire qui gagne 3 mètres, un tremblement de terre, je ne sais où, pour voir un peu comment nos centrales vont réagir. Et où elles répondent, mais pas qu'en France d'ailleurs, c'est toutes les centrales au niveau européen qui vont subir ces tests. Ils doivent être faits pour le mois d'octobre ou mois de novembre. Et ou bien elles résistent, et puis on pourra continuer, enfin, après, indépendamment du problème politique, c'est un problème d'un point de vue technique, ou bien ça résiste, elles pourront continuer à fonctionner, ou bien elles ne résistent pas, il faudra peut-être les fermer. Ça, c'est pour les centrales existantes. Après, il y aura sans doute, et ça c'est lié, mais encore une fois, là je parle, bon, il faudra encore un petit peu de temps. Fukushima, c'est il y a un mois quand même, c'est pas vieux, quoi. Mais les premières analyses, qu'est-ce qu'ils ont les problèmes, les Japonais? Alors, à part la technologie, il y a des problèmes de piscine, vous savez, pour stocker, donc il faudra peut-être des piscines, il y a des problèmes d'alimentation électrique, des séparations des sources électriques et tout ça. Bon, nous, on a des dispositions qui ne sont pas les mêmes que celles du Japon. On a 4 sources électriques indépendantes. Au Japon, ils n'en avaient que 2. Donc, on va regarder et il y aura sans doute des surcoûts si jamais l'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF de modifier ou d'augmenter encore la sécurité sur ces centrales existantes. Donc, il y aura des surcoûts. Et après, il y aura sans doute, peut-être, là, vous évoquez Flamanville. Alors, il n'y a peut-être Panly ou la génération qui viendra. On demandera peut-être encore autre chose en plus en termes de sécurité qui sera liée à toute cette analyse. Donc oui, vous avez raison, ce sera un surcoût. Et d'ailleurs, encore une fois, alors je dis je ne suis pas un fanat de la presse, mais j'en lis quand même pas mal de la presse économique. Ça discute beaucoup entre EDF, les concurrents d'EDF, le gouvernement pour fixer le taux de rachat du nucléaire. Et suivant les hypothèses, et EDF a dit, et je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais si vous nous demandez des investissements supplémentaires liés à ce qui se passe, ça aura un coût. Et donc le coût du kilowattheure sera plus important. Et donc je ne vais pas vendre mon énergie au prix que vous le demandez parce que, je veux dire, ça sera vendu à perte. Donc oui, ça aura un impact. Et forcément, et ça c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité, on ne peut pas encore une fois le cacher, le prix de l'énergie et le prix de l'électricité va augmenter dans les prochaines années. Alors, il est 40% moins cher, et c'est vrai, hein, j'ai vérifié, j'ai des copains allemands, on a regardé, c'est plus de 40% de moins en France. Alors, je ne sais pas ce que vont faire les Allemands, comment ça va se développer dans le futur, mais notre énergie va augmenter dans les prochaines années, ça c'est sûr. Lié à Fukushima, mais lié aussi au fait qu'on est en dessous du prix du marché. Le prix du marché, vous achetez en gros, c'est moins cher, c'est plus cher que le prix que vous, en détail, vous achetez EDF. Donc à un moment ou à un autre, ça coince, quoi. Si les prix ne sont pas calés dans un marché, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc je pense, mais ça encore une fois c'est moi qui parle, je ne suis pas mandaté par personne, que les prix de l'électricité risquent d'augmenter dans les années à venir, quoi. Didier, ah pardon, il y a encore une question. Ouais. D'accord. Bah, je vais poser les miennes. Hein. Je suis pas là dans la conclusion. C'est des questions qui me viennent au fur et à mesure de l'exposé. Alors, par rapport à la courbe avec les 3 scénarios de croissance, voilà. Je pense que s'il serait intéressant, c'est une suggestion que je fais, ça serait de pouvoir comparer l'évolution de la production en renouvelable. C'est-à-dire que j'ai posé la question au début, je la repose d'une certaine manière. Est-ce que la croissance de la consommation constatée par exemple en 2010 par rapport à 2009, est-ce que la mise en service des moyens de production renouvelable compense cette croissance ou pas? Alors sur la région Pays de Loire. Par exemple, oui, mais... On va faire Loire-Atlantique. Allons sur la Loire-Atlantique. Pardon, sur la Loire-Atlantique. Donc si je prends, alors je vais prendre une hypothèse, je ne l'ai pas le chiffre, mais si je dis que la Loire-Atlantique a progressé de la même manière que la région Pays de Loire, ça ne va pas être une grosse erreur, on fait de l'ordre de 8%. 8%, on va faire des choses simples, 10 TWh. Donc ça te fait 800 GWh. Il y a eu une augmentation de consommation de 800 GWh en Loire-Atlantique. Quand on regarde la production d'éoliennes, elle a augmenté. Alors sur la région Pays de Loire, il y a on va dire 50% pour l'Atlantique pour faire les approximations. On a augmenté donc de 200, ça fait 100 GWh. Donc il y a 1/8 qui a été fait par de l'éolien terrestre. Et si on prend le photovoltaïque, il y a eu 40 GWh. Donc pour répondre à ta question, on a dû faire, alors à grosse maille, 15%. de l'ordre de... Oui, c'est ça. À peu près, j'allais dire 15%. 15% de l'augmentation est assuré par du renouvelable. En 2010. Alors ça, d'ailleurs, c'est confirmé par le fait qu'on a dû mettre en service une centrale combinée gaz, par exemple. Hein, donc, oui. Alors qui ne sert pas que la Loire-Atlantique, on est bien d'accord. Oui, non, oui. Bon, ça, mais je pense que par rapport à vos présentations, ça serait intéressant d'avoir
cette comparaison entre l'augmentation de la consommation et l'augmentation de la production renouvelable, quoi, hein. Alors après, j'ai une autre question. Pour ce que je comprends de votre métier, vous avez tous les jours à assurer l'équilibre production-consommation. Et la façon dont c'est fait aujourd'hui, c'est vous simulez la consommation et vous programmez la mise en service des moyens de production. Est-ce qu'on peut arriver un jour à un raisonnement inverse ? C'est-à-dire, en gros, et quelque part avec les smart grids, il y a quelque chose comme ça qui s'amorce, on inverse la logique et on adapte la consommation à la production. Alors, évidemment, je le dis à un moment où c'est pas imaginable, mais est-ce qu'on peut arriver à un moment ? Parce que du coup, on est là dans un système où on maîtrise quelque part la consommation. Si on est dans la logique inverse, on adapte la consommation à la production. Alors, tu pourrais le faire. Par exemple, si jamais si tu vois une augmentation de consommation et tu te dis, pour compenser cette augmentation, je vais devoir démarrer des groupes qui fonctionnent avec du fuel. Alors, 1, ça coûte cher, 2, ça pollue. Et donc, tu peux te dire, plutôt que de démarrer des moyens qui vont rejeter beaucoup de CO2, je vais adapter ma consommation pour produire moins. Et donc, je dis, je ne programme pas cette production et je joue sur la consommation. Alors ça, tu peux le faire, mais ça restera quand même toujours à la marge, parce que tu ne peux pas obliger, enfin, c'est pas dans notre culture, ça le deviendra peut-être dans le futur, de dire, on demande aux gens, on vous coupe une partie de votre électricité, vous ne pouvez pas consommer ce que vous voulez. Pour l'instant, vous appuyez sur un interrupteur, vous avez l'électricité, il n'y a personne qui va vous dire, c'est pas possible. Donc oui, on pourra le faire, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on met en place Ecodemix. Ecodemix permet à tout moment de pouvoir te dire, voilà, il y a une conso supplémentaire, voilà avec quels moyens, et voilà ce que ça va traduire. Donc je veux pas, je joue sur la consommation pour pas augmenter ma production. Oui, alors ma question n'était pas tout à fait celle-là, c'est-à-dire c'est pas vous arrêtez, en quelque sorte vous ne pourrez pas consommer. Vous pouvez consommer, mais vous différez votre consommation. Par exemple, si on veut utiliser davantage de renouvelables, en fonction de la programmation du vent, on peut très bien effectivement dire aux consommateurs, mettez votre machine à laver, enfin comme tu l'as dit. Hein. Alors ça, on a commencé à travailler sur tout ce qui est charge des batteries, des véhicules électriques. On peut optimiser en fonction. Donc on a déjà une équipe qui travaille chez nous sur les simulations en fonction de l'optimisation des moyens de production. Et si on voit une augmentation, de dire on a une énergie pas chère, il faut l'utiliser et voilà, on optimise. Alors soit on a décalé de la consommation avec des compteurs intelligents. Alors je ne sais pas comment on programmera, où il y aura des outils de la domotique au niveau des maisons en disant tiens, vous démarrez votre lave-linge ou votre lave-vaisselle parce qu'en ce moment il y a l'électricité qui coûte pas cher. Demain ça ne sera pas le cas. Ou on lancera des gros programmes de charge de batterie et tout ça. Donc oui, on peut le faire. Ça demande encore, il faudra installer tous ces réseaux intelligents. 2, il faudra qu'ils communiquent entre eux. Bon, ça sera quand même sur le haut. Hein, Philippe, ça ne sera pas sur la consommation de sûr, ça sera sur le haut. Mais oui, c'est possible. Alors, une dernière question, je suis désolé, là, mais qui est la question de la production renouvelable aléatoire, qui fait qu'à certains moments, alors moi j'aime bien parler de la centrale de la Rance, marée motrice de la Rance, il y a des jours, ou des nuits, à 2 h du matin, elle a 250 MW qu'elle aimerait bien produire et il n'y a personne de l'autre côté pour consommer. Le vrai problème du renouvelable, c'est de pouvoir stocker une production quand elle ne correspond pas à une consommation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'autour du renouvelable, on développe par exemple la production d'hydrogène, qu'on réutilise après soit pour de la motorisation, soit pour de la production d'électricité, soit pour injecter dans les réseaux de gaz? Alors encore une fois, plusieurs réponses à ta question. La Rance encore, on les marées, on les connaît pour les 100 ans à venir. Donc on sait quand est-ce qu'elle produit. Et comme c'est programmable, on peut baisser par exemple du nucléaire pour laisser les mégawatts de la Rance sortir. Donc maintenant, pour répondre à ta question, la seule possibilité de stockage actuellement en France, c'est l'hydraulique. C'est les barrages où on remonte de l'eau la nuit essentiellement. Et donc ça, on a 4 à 5 000 mégawatts de puissance disponible toutes les nuits pour remonter. Alors toutes les nuits, il y a du pompage la nuit, le jour sur la nuit, mais il y a du pompage aussi qu'on peut faire le week-end par rapport à la semaine et ainsi de suite. Mais on a déjà les capacités. Donc ça, c'est vraiment, d'un point de vue industriel, c'est 5000 mégawatts pour la France, donc c'est pas négligeable. Maintenant, dans le futur, et on l'a signé dans le pacte breton, c'est le stockage de l'énergie. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a l'air comprimé, il y a l'hydrogène. Alors même chose, on va essayer. Alors
Il y en a même, je peux vous dire, il y en a qui travaillent sur... Tout à l'heure, je vous dis, on va charger les batteries. Mais on pourrait imaginer que les batteries, elles renvoient le courant quand il n'y en a plus sur le réseau, et ça ferait un complément, on ferait du stockage d'énergie par des batteries. Donc si vous avez des... je vous ai dit, il y a des scénarios où on est à 4-5 millions de véhicules. Si vous avez 4-5 millions de batteries à quelques kilowatts par batterie, ça commence à faire de l'énergie, on pourrait renvoyer. Alors, il y a des programmes. Alors sur la Bretagne, l'État va accompagner des programmes de recherche, de stockage. Alors pas trop l'hydrogène, c'était plutôt du stockage à partir d'air comprimé ou de méthanisation aussi qui permet. Donc ça, c'est le futur quand on pourra stocker l'énergie. Mais alors, pour l'avoir en quantité industrielle, pour pouvoir répondre, ça va être compliqué. Il faudra aussi sans doute, et ce qu'on est en train de travailler, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, je vous ai montré une courbe de charge, c'est assez chahuté. Vous regardez une courbe de charge allemande ou une courbe de charge espagnole, c'est pas aussi chahuté qu'en France. Alors c'est lié à beaucoup de paramètres, en particulier le chauffage électrique. Il faudra qu'on puisse aussi essayer de raboter les pointes et remplir les creux, parce que ça sera d'autant plus facile et on aura besoin de moins de production, vu que plutôt qu'il y a des centrales en France qui ne tournent que 300 heures ou 400 heures par an. Ils ne servent qu'à passer les pointes. Donc ça a un coût aussi, ça. Si on arrivait à baisser les pointes et à remplir les creux, on pourrait avoir quelque chose de plus lissé et on aurait besoin de moins de moyens de production. Ça aussi, c'est un développement sur lequel on travaille dans les années à venir, quoi. Oui, Bruno D, à nouveau, vous avez évoqué l'augmentation du prix de l'électricité. Et en dehors des éléments que vous avez indiqués, est-ce que ce n'est pas plutôt le cheminement, ou entre autres, le cheminement vers la privatisation de la fourniture d'électricité et la mise en concurrence avec les différents pays européens qui implique qu'on soit obligé d'augmenter le prix? La seule chose que je peux vous dire, je ne sais pas répondre à votre question, hein, franchement, ce que je peux vous dire, moi j'y vais régulièrement, vous regardez la bourse d'électricité, c'est le prix de marché, c'est le prix d'équilibre en Europe. Alors vous avez les prix allemands. Et donc vous voyez, et que ce soit au niveau, maintenant on a une bourse commune avec les Allemands. Alors l'Allemagne, la France, la Belgique, la Hollande sont tous à peu près au même prix, à 1 euro, il y a moins d'1 euro du mégawattheure d'écart. Donc le prix en Europe, alors que ce soit privé, public et tout ça, c'est le prix de marché qui correspond au coût de production. Donc ça je sais dire, et donc le prix actuellement en France, c'est-à-dire celui que vous payez pour votre courant, il est en dessous du prix de gros. Donc quelque part il y a un décalage. Je ne sais pas comment il se rattrapera et tout ça, mais il y a un décalage. Alors répondre à la privatisation, je ne sais pas vous répondre. Est-ce que ça peut avoir un impact? Il y a en France, donc c'est EDF qui doit faire, je ne sais pas combien, 80 ou 90%, qui est à majorité capitaux publics. Il y a d'autres pays où c'est, vous allez au Danemark, alors ils ont de la chance, ils ont beaucoup d'hydraulique, leur énergie est non plus pas très chère. Ça dépend vraiment des situations. Donc franchement, je ne sais pas répondre à votre question, quoi. C'est encore une fois des choix de société ou des choix politiques, j'allais dire. Oui, bonsoir. Hugo Legris, étudiant à l'école des mines. Je voudrais revenir sur la gestion de la pointe de consommation. Et je voudrais vous demander quel est l'impact du solaire et du photovoltaïque, par exemple, dans la gestion de cette pointe. C'est-à-dire que ce que j'en sais, c'est que sur une pointe de 18 à 20 heures le soir, le photovoltaïque ne va pas beaucoup aider à lisser la pointe. L'été, si. L'été, si, mais la pointe dimensionnante, à mon sens, c'est la pointe hivernale. C'est la pointe hivernale, vous avez raison. Et ce que j'en sais aussi, c'est que quand il fait très froid, c'est qu'on est plutôt en régime anticyclonique et que donc il n'y a pas de vent et que donc les éoliennes ne tournent pas ou peu. Et donc je voulais savoir si ces productions-là, plutôt décentralisées, aidaient à soulager le réseau dans les pointes de consommation hivernale, ou alors est-ce que le dimensionnement du réseau se fait sur cette pointe-là au vu d'un arrivage centralisé d'électricité? Alors pour la gestion, comment on passe pour la gestion de la pointe? Donc on fait de la prévision, les programmes sont toujours faits la veille pour le lendemain. Les programmes sortent au dispatching, on les envoie vers 16h ou 17h. On envoie à toutes les centrales de France leurs programmes pour le lendemain. Donc ça se fait toujours de la veille pour le lendemain. Et donc sur la base de prévision de conso, que je vous ai montré tout à l'heure, alors avec des marges, on a toujours une incertitude, on a toujours de la réserve pour compenser ces variations de puissance. Et donc après, on empile. Alors le plus simple, c'est on empile le fil de l'eau. C'est la production du Rhin, c'est tout ça, on empile. Après, on empile le nucléaire et on empile par coût de production les plus chers en dernier. Et quand, pour les énergies aléatoires, comme le photovoltaïque, je vous ai dit, alors, si c'est en hiver et que c'est pour passer à la pointe du soir, le solaire, c'est facile, c'est 0. Donc là, on n'ira pas plus loin. Par contre, pour le vent, on a des prévisions à 36 heures, je vous ai dit tout à l'heure, et donc on sait, alors c'est une estimation, je vous ai dit, on a des intervalles de confiance qui ne sont pas si mauvais que ça. Quand même, on a beaucoup progressé depuis 2 ans. Et on sait qu'on aura
je sais pas, au niveau de la France, mais on peut le faire aussi. Moi, je le fais au niveau régional. Hein. On a une première prévision et après, on affine nos prévisions au niveau régional. Je sais que, vous voyez, j'ai 1500 MW sur la région ouest, j'aurai peut-être 600 ou 700 MW. Donc, on empile tous les moyens. Et puis après, pour faire le complément, il y a deux possibilités. Il y a des centrales qui sont à l'arrêt. Et si jamais on est au-dessus en termes de conso, on en démarre. Si on est en dessous, ben, on va en arrêter qui sont démarrés. Ou alors, l'autre possibilité, c'est d'utiliser des moyens de production qu'on évoquait, ce qui permet de stocker l'énergie. Ce sont tous les barrages où là, il suffit d'ouvrir le robinet, vous avez de l'eau et ça permet de commencer. Donc, on arrive à empiler et la veille pour le lendemain, au niveau de l'aléatoire, on sait encore faire. Mais c'est vrai que pendant l'hiver, la vague de froid où on a eu moins 8, moins 9 par rapport aux normales saisonnières, j'étais descendu à 4% d'énergie éolienne terrestre et à quasiment zéro pour passer à la pointe d'hiver. Donc, Cordemais et la centrale de Montoire de Bretagne, tout le monde était sollicité pour fonctionner plein pot. Une journée d'hiver comme on a connu là, la première semaine de décembre, c'est 30% de consommation supplémentaire. Et ces 30% viennent par le réseau. Et notre réseau est dimensionné, pour répondre à votre dernière question, on a toujours des prévisions et on se met à température une année sur 10. On dit, voilà, on doit être capable d'alimenter en permanence une année sur 10, c'est-à-dire grosso modo de l'ordre de 7 à 8 degrés en dessous des normales saisonnières. Et on fait des simulations en prenant des chroniques de température qu'on a constatées par le passé. Et sur certains scénarios, on n'est pas toujours capable d'alimenter. Surtout, on a une obligation, c'est de pouvoir perdre à tout moment un des éléments du réseau. Une centrale, un poste, une ligne. C'est ce qu'on appelle le N-1 d'être en sécurité. Si je perds un élément, c'est pas pour ça qu'il faut que je coupe les gens. Il se trouve, et on l'a vu, il y a eu une coupure la dernière sur Nantes, c'était il y a 2 ou 3 mois. On a perdu une ligne de 120 000 au moment où il faisait très froid. Et ben, il y a eu, je sais plus, 30 ou 40 000 foyers qui ont été coupés, le temps qu'on reprenne des schémas d'exploitation pour réinjecter de l'énergie. Donc, oui, le réseau est dimensionné pour ça. On n'est pas capable de dimensionner, c'est-à-dire il faudrait tout doubler, que ça coûterait excessivement cher. Et donc, tous nos investissements sont faits avec des années froides à une année sur 10 à peu près. Et donc là, on est capable de couvrir en sécurité à N-1. Après, quand il y a des aléas ou s'il fait beaucoup plus froid, il se peut qu'on puisse avoir des coupures, surtout en cas de problème. Juste, tant qu'on est sur ce sujet des cas de problème, si on avait un problème, ça se passe comment vraiment? C'est-à-dire un gros degré de moins en plus, celui qu'il ne faut pas, 500 MW qu'on appelle et qui ne sont pas présents, comment s'organiserait le délestage dans notre région? Alors, le plus gros problème qu'on peut avoir dans la région, c'est celui qu'on a vécu en 87. La Loire avait gelé. On avait des blocs de glace dans la Loire. C'était pas la gloire, mais on avait des blocs de glace dans la Loire. Et la centrale de Cordemais n'a pas pu refroidir. Les 4 groupes de Cordemais se sont arrêtés en moins d'1 heure. Et à ce moment-là, alors, c'était en 87. Et donc, on n'avait pas les systèmes. Je réponds juste à ta question. Et donc, on a eu un incident. On a perdu 30%. Les 4 groupes de Cordemais, c'est 30% de la France qui a dégagé. Et on a eu une influence jusqu'à la frontière allemande. À Nantes, au lieu d'avoir du 400 000 volts, on n'avait plus que du 230 000 volts. C'est-à-dire, on ne pouvait pas fonctionner, donc il fallait délester. Maintenant, ça, c'était en 87. Pourquoi il faut délester quand on a... Parce que du niveau de tension, alors ça, on va faire un peu de technique, c'est P égale UI. La puissance étant fixe, si ta tension diminue, ton intensité augmente, et donc ton câble, il ne peut pas tenir, il va chauffer. Il chauffe comme à la maison quand on tire trop dessus. Et donc, tu as ton disjoncteur qui fonctionne. Si tu consommes trop d'électricité, ton disjoncteur fonctionne et tu coupes ton installation. C'est pareil sur le réseau. Tu as des gros disjoncteurs, mais ça coupe et ça élimine. Alors maintenant, pour répondre, si jamais... Alors, on a mis en place des dispositifs, on a des automates sur le réseau qui coupent, c'est-à-dire qu'on isole pour ne pas avoir des phénomènes de propagation et qu'on aille jusqu'à la frontière allemande. Et donc... on va prendre un exemple. On aurait eu cet hiver sur la sud de la Loire-Atlantique et puis sur la Vendée un problème. Si vraiment l'incident se passe au mauvais moment, c'est-à-dire au plus fort de la consommation, je vous ai dit on peut atteindre 120 000 à 150 000 personnes qui seraient privées de courant. Et alors si ça dure 2 heures ou 3 heures, comment on fait? On met en place des délestages tournants. C'est-à-dire on coupe des quartiers, au bout d'une heure on réalimente ceux qui sont coupés pour en couper d'autres pour que la gêne lié, c'est surtout quand il fait très froid, c'est le chauffage. Et puis bon, et on fait ce qu'on appelle des délestages tournants. Au maximum, si ça devait se produire en région Pays de Loire, en Loire-Atlantique, on pourrait avoir des coupures qui n'excéderaient pas 1 heure. Vraiment en cas de gros incidents. Manuel Deinas, Conseil de développement. Je vais vous poser une question qui sort un peu du domaine de RTE, c'est sur la tarification. Il y a quelques semaines, le Conseil de développement a reçu Philippe Frémaux, rédacteur en chef de la revue Alternative économique, et il a indiqué qu'il serait intéressant au niveau de la tarification
à la fois pour répondre aux besoins, disons, de fourniture d'énergie minimum pour tout le monde et aussi pour éviter les surconsommations et d'avoir une tarification qui ne soit plus linéaire comme c'est actuellement. C'est-à-dire on consomme 2 fois plus, on paye 2 fois plus, mais quelque chose du genre on consomme 2 fois plus, on paye 4 fois plus, on consomme 3 fois plus, on paye 9 fois plus. Est-ce qu'avec les nouveaux compteurs intelligents, est-ce qu'avec l'informatique, c'est quelque chose qui serait aisé à mettre en place? Techniquement, oui. Mais on pourrait déjà le faire maintenant. Il suffit de dire, si vous avez une tranche, vous consommez 10 000 kWh dans votre maison sur une année, ça vaut tant. Si vous en consommez 15 000, le tarif change. Déjà, actuellement, on saurait le faire, si vous voulez. Oui, sauf qu'actuellement, la tarification est faite en sens inverse. C'est-à-dire, plus on consomme, moins on paye. Vous voulez dire l'heure à l'heure, quoi, si vous voulez, oui. C'est-à-dire suivre et tout oui, ça. Okay, oui. Alors, il faudra les compteurs dits intelligents qui permettront un suivi en temps réel de votre consommation. Et on pourrait envoyer des signaux en disant, hop, vous rentrez dans une zone où vous allez payer plus. Et ça serait techniquement ou informatiquement faisable. Mais ça, c'est que de la technique. Hein, si vous On va arriver bientôt vers les dernières questions. On n'arrête pas de parler des périodes de grand froid, mais je crois qu'on est face à des canicules souvent. Là, est-ce qu'on a eu des problèmes aussi en période caniculaire? Oui. Et donc là, on revient au photovoltaïque. Peut-être que là, il serait intéressant d'avoir du photovoltaïque à 6 h de l'après-midi. Là. Je vais vous dire, en tant que gestionnaire de réseau de transport, la plus grosse canicule que j'ai eu à vivre, c'était en 91. Il avait fait relativement chaud. Le débit de la Loire était descendu à, je ne sais plus combien, 40 ou 45 mètres cubes. Et il y avait des risques de devoir arrêter les centrales nucléaires parce que le rejet, vous savez, ils se refroidissent en prenant de l'eau de la Loire et on rejette l'eau. Et l'eau qui était rejetée était supérieure, je ne sais pas, de quelques degrés, et que pour les poissons, c'était trop chaud. Donc, pour ne pas avoir des rejets, c'est de l'eau, hein, simplement, il fallait limiter les rejets d'eau. Et donc, la grosse crainte qu'on a eue, c'est de devoir arrêter un grand nombre de centrales et d'avoir après des problèmes de transit ou d'équilibre offre-demande parce qu'on fonctionne depuis, pas la nuit des temps, parce que c'est pas si vieux que ça, mais depuis de nombreuses et nombreuses années, l'ouest est alimenté par les centrales de la Loire et on alimente toute la partie est. S'il n'y a plus de production, ça commence à devenir problématique quand même. Bon, alors on avait fait tout un tas de scénarios, ça se traduisait par des coupures, des délestages tournants aussi. On avait simulé tout ça. Bon, on n'a pas été jusqu'à devoir, enfin, pas nous, c'est l'autorité de sûreté par rapport au débit de la Loire et aux températures, de dire on n'a pas été jusqu'à cette extrémité. Donc oui, on regarde aussi les scénarios en tant que canicule. Maintenant, une centrale comme Chinon, c'est 4 fois 900 MW, 3600 MW, il y a 500 MW. Il faudrait multiplier 8 fois ce qu'il y a en France pour avoir l'équivalent de la seule centrale de Chinon. Sur toute la France, le photovoltaïque maintenant, pour avoir l'équivalent. Et alors, ça ne suffirait pas parce que là, la centrale de Chinon, elle est bien placée parce qu'elle envoie toute son énergie. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre non seulement ça, mais concentrer au même endroit pour pouvoir envoyer de l'énergie sur l'ouest. Donc, techniquement, ça ne serait pas envisageable. Donc, oui, on travaille sur ces scénarios. C'est notre boulot, ça, d'imaginer tout ce qui peut se produire. Il fait froid et il fait moins 8, moins 10. Reprenez, enfin, pour les plus anciens, l'hiver 62-63, il a gelé pendant 21 jours, 3 semaines consécutives. On n'a jamais repassé au-dessus du zéro. Moi j'ai des photos, j'étais petit, j'étais dans le nord, la mer du nord était gelée, je marchais sur la mer, quoi, si vous voulez. Donc on a vécu des températures où il a fait moins 18, moins 19 qu'on n'a pas connu depuis très très longtemps. Donc c'est des scénarios, on les étudie, on a des scénarios, ça nous arrive de dire bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors je ne vous cache pas qu'on est dans des situations très très difficiles, quoi. Bon, on parle de réchauffement climatique, n'empêche que ça fait 3 hivers. Alors il faut s'entendre d'hiver. Là, janvier, février, mars, j'ai regardé, la consommation d'électricité a été plus faible parce que janvier, février, mars ont été doux. Regardez décembre, on a battu des records de froid en décembre dans la région, comme on avait battu des records en janvier 2010 pour la même raison. Donc il y a des périodes de froid, mais qu'on ne connaissait pas le passé. Il n'y a plus des longs hivers comme on a pu... Enfin, alors je vous parle à horizon d'homme, c'est-à-dire quand vous regardez les statistiques sur les 50 dernières années, la plus grosse chronique quand on simule, c'est l'hiver 62-63. Ça, c'est le plus catastrophique pour nous au niveau réseau et tout ça. La consommation, c'est terrible, quoi. Je ne sais pas si ça sera peut-être dans la dernière ou les dernières questions, mais moi, je voulais avoir un peu votre avis, votre ambition en matière de relations extérieures au RTE et sous forme, par exemple, de comptez-vous développer au RTE une concertation avec les élus, une relation fréquente? Comment voyez-vous les choses? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure brièvement en conclusion.
Bon, on a une expérience, parce que la Bretagne, on en a parlé beaucoup, parce qu'elle est dans une situation, la Loire-Atlantique encore, il y a les centrales pas trop loin, il y a du réseau, il y a la centrale de Cordemais. Bon, on est dans une situation un peu meilleure que la Bretagne. Et donc la Bretagne a dit on ne peut pas rester comme on est. Et donc elle a dit on va travailler, on va avoir un plan énergie Bretagne, cette concertation avec les élus, le conseil régional, les conseils généraux, pour dire comment ça va se passer dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut faire. On parlait tout à l'heure où il faut investir, vous avez évoqué où il faut investir, où il faut se développer. Est-ce qu'il faut... Bon, et donc on a construit cette vision à 10 ans et ça s'est traduit par un pacte électrique breton. Les élus, on a entendu parler en Pays de Loire, on a rencontré le conseil régional, on a rencontré le conseil de développement de la Loire-Atlantique, on a rencontré l'ADEME, on a rencontré l'ADREAL, on a rencontré le conseil général, on a rencontré beaucoup d'élus et tout le monde est intéressé à avoir cette vision et pour pouvoir dire mais qu'est-ce qui va se passer dans les 10 à 15 prochaines années. Parce que, en fait, chacun a un petit bout, c'est-à-dire que l'éolien, les gens du syndicat des énergies renouvelables, ils voient l'éolien. Et puis après, il y en a qui voient la consommation sur la MDE. Il y en a qui voient les problèmes de réseau ou d'équilibre. On a cette chance de pouvoir avoir tous ces éléments et de mettre tout ça ensemble et d'avoir cette vision et d'aider ceux qui ont des décisions à prendre. Et donc, pour répondre à ta question, oui, on a commencé. Alors, il y a des schémas de planification, on pourrait l'appeler comme ça, les schémas climat et énergie, qui sont prévus par l'État et qu'on doit produire cette année 2011. Je pense qu'on ira plus loin parce que ça ne concerne qu'un volet et il est intéressant de pouvoir couvrir tout le scope, j'allais dire de la MDE, des ENR, jusqu'à la sécurité d'alimentation, jusqu'à la production, pour pouvoir avoir une vision du territoire, alors du département ou de la région. C'est vrai qu'au niveau d'un département, c'est un petit peu plus compliqué parce que les frontières sont un peu à l'étroit. Mais au niveau de la région Pays de Loire, en tout cas, on va dans cette direction. Merci beaucoup. Bien, je pense qu'on va arriver au terme. Bravo pour toutes ces informations qui ont beaucoup intéressé, je crois. Merci et donc bonne soirée à tous. Les prochaines, vous avez les calendriers des prochaines réunions, évidemment. Et il y en a une mercredi, avec Ouest France, sauf erreur. Oui, c'est ça.